1990 observe la marche démocratique en Côte d'Ivoire. Beaucoup ici, en tout cas pour ce qui me concerne, ne le savaient pas malade. Il est à la tête de son parti. Il fait partie de ceux que, au niveau du PDFPI, les militants appellent le gardien du temple. Celui que le président de ce parti, qui est en détention à La Haye, en Hollande, appelle son jumeau. Et l'autre moi-même. Et l'annonce de son décès a bouleversé, a affligé, a tétanisé la Côte d'Ivoire entière. On le sent d'ailleurs par les déclarations de toute la classe politique en Côte d'Ivoire, du PDCI-RDA, du RDR, des personnalités politiques qui l'ont connu. Et on se rend bien compte qu'une seule phrase revient, un seul mot, deux mots d'ailleurs qui caractérisent le défunt, c'est la fidélité et la loyauté à ses idéaux, à ses convictions, et surtout l'amitié forte avec Laurent Gbagbo, son mentor, son frère, son ami, son président du parti. Alors, est-ce qu'on peut considérer le décès du professeur Sangaré comme une occasion de réconciliation, non seulement entre ses frères de partis politiques, mais surtout entre les Ivoiriens en général? Écoutez, je ne saurais dans la précipitation répondre à cette question. C'est vrai que Sangaré Abdourahmane fait partie dans le quota du FPI de ce qu'on appelle l'aile dure du FPI, l'aile proche de Laurent Gbagbo. Face à lui, il y a l'aile de Afim Kessan. Il y a aussi que la Côte d'Ivoire elle-même est un tournant historique dans la peur de 2020, dans l'attente de 2020. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de frayeur. Sangaré annonçait il y a encore quelques semaines d'ailleurs demandait une négociation franche sur des bases claires avec le pouvoir. Il était très engagé. Il attendait, comme il le dit, la sortie de son ami de prison pour lancer la machine démocratique là où elle a été arrêtée. Maintenant qu'il n'est pas là, alors la vie du FPI ne va pas s'arrêter. Est-ce que cela va permettre aux tendances au sein du FPI de comprendre la nécessité de s'asseoir autour d'une table, parce qu'il y a quand même énormément de pertes au niveau du FPI depuis 2011, de nombreux cadres, et en 3 mois, ces 3 derniers mois, 3 cadres importants du FPI qui meurent. Ça fait beaucoup. Est-ce que cela va être une occasion pour les deux tendances du FPI de s'asseoir pour discuter? Est-ce que cela va être aussi une occasion pour la classe politique de comprendre qu'en réalité, la vie tient à un fil et que personne ne sait ce qui peut arriver demain et que l'orgueil, les égos ne servent pas à grand-chose? Ce sont des interrogations qu'on se pose auxquelles, pour l'instant, on ne saurait répondre de façon péremptoire. Merci beaucoup, Fernand Dédé. Alors, je sais que vous venez de voyage. Alors, un dernier mot peut-être avant que nous vous libérions. Il faut dire qu'il pleut beaucoup sur Abidjan. Comme je dis, c'est peut-être là la conséquence du changement climatique. S'il y a changement climatique, c'est qu'il y a changement dans les habitudes. Il faut peut-être que cela profite à la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens comprennent la nécessité de se mettre ensemble sur ce qui les unit, ce qui les réunit. C'est le plus important. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément les hommes, ce n'est pas les richesses factuelles, ce n'est pas la possession de biens personnels pour flamber. Ce qui est important, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit être au-dessus de tous les petits intérêts. Et donc, il faut penser à un moment s'arrêter, regarder froidement. Il y a beaucoup trop de dissensions, il y a beaucoup trop de pression. Je disais à des amis, la Côte d'Ivoire a besoin d'être psychanalysée. La plupart des Ivoiriens, autant que nous sommes, chacun est victime de la crise, chacun devrait passer devant un psychologue. Et ces décès en cascade, c'est vrai pour l'instant, on a l'impression que c'est seulement dans les partis politiques, mais non, il y a beaucoup de décès de jeunes, de femmes, très souvent par des crises d'AVC, des crises d'hypertension, des problèmes cardiaques. Il faut à un moment donné s'arrêter pour interroger la Côte d'Ivoire et penser à ce pays qui mérite mieux que ce qu'on lui offre, on l'offre comme spectacle au monde actuellement.
Merci, merci beaucoup, Fernand Dédé, émérite journaliste, émérite homme de communication. Merci pour votre passage sur Radio PDCI RDA et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'était le journaliste Fernand Dédé qui nous donnait là un témoignage, par rapport à au professeur Aboudraman Sangaré. Alors, j'avoue que c'est une nouvelle qui a peiné un peu tout le monde. Nous avons en ligne un autre journaliste, tout aussi connu, peut-être même plus, M. Émile Konan-Fréjus. Bonsoir. Oui, vous nous entendez, M. Émile Konan-Fréjus. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de passer. Je dis merci. Vous m'entendez? Allô? Oui. Vous nous entendez? Comment allez-vous? Merci. Nous allons bien, merci. Comment allez-vous? Nous allons bien. Alors, je sais qu'il pleut en Côte d'Ivoire et il pleut aussi aux États-Unis, donc il y a quelques petits soucis au niveau du réseau téléphonique et de l'Internet. Mais alors, là, nous avons souhaité avoir, disons, votre mot par rapport au décès du professeur Sangaré. Alors, vous avez la parole. Il faut dire que c'est... Allô? Allô? D'accord, mais je dis ça m'attriste et puis ça m'intrigue parce que depuis un moment, on assiste à une série de décès dans un seul camp. Vous m'entendez, non? Bien sûr, nous entendons bien. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc je dis que ça m'intrigue. Ah. Ça m'attriste et je voudrais profiter de votre antenne biologique. Et je pense que c'est quelqu'un qui est mort les armes à la main parce qu'il poursuivait un idéal, il avait une conviction, il avait une vision et il n'a pas lâché prise. Il a maintenu sa vision et son idéal jusqu'à il souffle. Et je crois que c'est un exemple que la jeune génération devrait pouvoir suivre. Parce que lorsqu'on a un idéal, qu'on a une vision, qu'on a un objectif, quelles que soient les difficultés, les aspérités, les adversités, on tient sa vision et on ne lâche pas prise. Et je crois que tout le monde devrait pouvoir suivre son exemple. Allô? Bien sûr. Alors, est-ce que vous estimez que cette perte sera une opportunité de réconciliation entre ses frères d'armes au niveau du FPI et entre les Ivoiriens? Oui, je crois qu'il devrait pouvoir s'entendre et voir l'intérêt général. Parce que la division a apporté ce qu'elle a apporté. Aujourd'hui, le président Foumbani disait en son temps qu'on ne fait pas la guerre au chevet d'une mère malade. Le FPI est aujourd'hui malade. Et les membres du FPI beaucoup de problèmes au niveau de la communication aujourd'hui. Les militants du FPI gagneraient à se réconcilier et avoir parti puisse ressurgir parce que le FPI a quand même sa place et une Ok. Alors, je crois que la communication est très difficile, mais je pense qu'on a compris l'essentiel des dires de M. Émile Konan-Fréjus. Je rappelle EKF, un très grand journaliste dans les années 80, 90 et peut-être même bien avant, et 2000 aussi. Alors, je pense que nous avons également en ligne un autre illustre homme politique ivoirien, je m'excuse. Nous avons le président Adama Daïko qui est également avec nous en ligne et qui pourra nous dire un mot. On espère que la communication sera meilleure. Un mot sur cette perte. Alors, je ne sais pas si au niveau de la régie, on arrive à voir le président Daïko.
Non? OK. Alors, on va peut-être y aller directement avec le débat de ce soir. La communication n'est pas très bonne. On va encore essayer, d'avoir le président Adama Daiko. On nous fait signe qu'il y a des problèmes de connexion au niveau du direct. Non. Bon, je crois que on n'aura pas le président Daiko aujourd'hui. OK. Alors, je crois qu'on n'aura pas le président Daiko aujourd'hui. Apparemment, il n'est pas disponible. Je ne sais pas si au niveau de nos invités de ce soir, M. Vabé, M. Touré, nous attendons aussi d'un moment à l'autre M. Herman Aboa, qui accuse un petit retard. Mais je ne sais pas si nos invités veulent ajouter un mot avant que nous rentrions dans le vif du sujet par rapport au thème de ce soir. Très rapidement, le temps que nous contactions peut-être le président Daiko. M. Vabé? Bah, écoutez, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est en deuil, parce qu'il faut dire que Abdourahmane Sangaré, qui a donné de sa vie et de son temps, je crois bien, à la politique, c'est vrai. Lorsqu'on l'écoutait parler, parfois, je me rappelle très bien quand je l'ai rencontré la 6e fois, on voyait tout ensemble, on parlait, et il m'avait toujours... Vous entendez faiblement, hein, monsieur Vabé. J'ai dit, il m'avait toujours instruit de sa connaissance intellectuelle, parce qu'il faut rappeler, bien sûr, que ce dernier est doté d'une capacité intellectuelle de réflexion assez poussée. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez là? Oui, monsieur Vabé, là, nous avons le président Adama Daiko en ligne. On va peut-être le prendre et vous reprendre un peu plus tard. Ok. Alors, président, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, merci de nous faire l'amitié et l'honneur de passer sur Radio PDC-RDA. Alors, ce soir, nous sommes tous attristés, nous sommes tous aidés par le décès du professeur Abdourahmane Sangaré. Et vous, en tant que personnalité, une personnalité très aimée, une des personnalités les plus aimées des Ivoiriens, quel mot vous avez à l'endroit de sa famille politique et biologique et à l'endroit des Ivoiriens? Merci beaucoup pour ce que vous nous donnez pour nous exprimer. Effectivement, nous avions été, je vais dire, informés du départ de notre aîné, de notre grand frère, de notre papa, le professeur Abdourahmane Sangaré. Ça a été dur à accepter, mais bon, Dieu a fait sa volonté. Donc, c'est l'occasion pour nous d'exprimer toute notre compassion, toutes nos condoléances à sa famille politique, le FPI, à tous ceux qui, de près ou de loin, travaillent avec lui, à sa famille également biologique, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont travaillé, ont bossé avec lui. C'est vrai que c'est un homme politique. Il ne faisait pas forcément l'unanimité parce que chacun a ses idéologies, a ses pensées. Mais je crois qu'en ce moment précis, il faut reconnaître en l'homme sa loyauté, sa fidélité, son engagement politique et tout le travail qu'il a battu pour le multipartisme en Côte d'Ivoire avec ses frères. Je vais... Allô? Ah, OK. Vous êtes toujours là, président? OK. Oui, je suis là. D'accord. On vous a perdu pendant quelques secondes. Alors, j'imagine que les funérailles, parce que pratiquement nationales seront organisées pour le professeur Sangaré. Est-ce qu'on peut imaginer que vous y seriez et quel est votre message à l'endroit des Ivoiriens par rapport à, je dis... Écoutez, le message que je voudrais que, bon, c'est une personnalité politique. Je crois que culturellement, il fait partie de ceux aussi qui ont encouragé tous les artistes, dont des humoristes tels que Adama Daiko, parce que je l'ai souvent en station où j'ai fait des prestations. Il nous a toujours glissé un mot d'encouragement. Je me rappelle
l'année dernière, j'ai fait une prestation au domicile du président Laurent Gbagbo à l'anniversaire de Gbagbo. Il était là, j'ai joué, j'ai fait un sketch, il a bien fait marrer, et à certaines occasions aussi, et il y était. Voilà, je crois qu'au moment opportun, quand on aura le programme des obsèques à notre niveau, on fera notre yako artistique. Merci beaucoup, Président Adama-Daïko. Alors, un dernier mot avant que nous vous libérions. Le dernier mot, c'est de souhaiter vraiment beaucoup de courage à tous les Ivoiriens parce que c'est un grand homme politique ivoirien qui décède. Et je crois qu'on a tous été, on ne s'y attendait pas à un moment où on a commencé à constater la calmie, l'apaisement dans la famille politique dont il dirige. Bon, ben, Dieu a fait sa volonté. J'ai beaucoup de courage à tous et que son âme repose en paix. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup et bon dimanche. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons également M. Djabi Youssouf. M. Djabi Youssouf, qui est le porte-parole du président Charles Blé Goudé. M. Djabi, bonsoir. Allô? C'est M. Djabi Youssouf, le directeur de cabinet et porte-parole du ministre Charles Blé Goudé. Oui, bonsoir, M. Djabi. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, je vais très bien. Seulement que nous avons eu une annonce et vraiment hier qui nous a vraiment bouleversé. Nous sommes des combattants, nous sommes des véritables combattants. Il y a eu la mort de notre camarade en chef, le Tché de notre lutte, en tout cas qui est parti, qui s'est endormi, qui n'est pas parti. Qui est au repos, et donc nous a demandé de continuer le combat. Nous sommes dans le combat. Alors, est-ce qu'on peut penser à l'état d'esprit dans lequel se trouve le ministre Charles Blé Goudé en ce moment? Oui, comme toujours abattu, très abattu. Le ministre et le président Laurent Gbagbo, dès l'annonce de cette nouvelle autrice, en tout cas, il fallait s'y attendre qu'ils n'étaient pas d'humeur en tant que tels et qu'ils ont tout de suite arrêté toutes les visites, ils ont arrêté tous les travaux, même avec les avocats, ils ont arrêté les travaux avec tout le monde et ils se sont retirés véritablement parce que c'était vraiment un coup dur pour le président Laurent Gbagbo et son fils, le ministre Charles Blé Goudé. Merci beaucoup, M. Djabi. Alors, un dernier mot? Bon, un dernier mot aux Ivoiriens. Le ministre Charles Blé Goudé demande à ce que nous tenons. Le président Laurent Gbagbo souhaiteront que nous continuions toujours le combat et que la mort du camarade le commandant en chef Aboudaman Sangaré ne soit pas une déception pour nous sur le chemin de la libération, sur le chemin de la liberté, sur le chemin de la paix, sur le chemin du développement de la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo demande au peuple de Côte d'Ivoire, en tout cas, de mener le combat jusqu'à la libération totale de notre pays. Le ministre Charles Blé Goudé emboîte toujours le même pas et que le tché de notre lutte, le camarade Aboudaman Sangaré, le chef de cadre de notre lutte, le gardien du temple de notre lutte, en tout cas, pour ne pas dire le gardien de la mosquée, du temple et de notre synagogue, qui vient de se coucher, qui est dans un repos éternel. En tout cas, il sera fier de nous parce que nous n'avons pas laissé le combat. Nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que nous obtenions la liberté, la libération du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, le retour de tous les exilés politiques. C'est ça qui était son souhait. Le camarade le camarade en chef, le commandant en chef Aboudaman Sangaré n'est pas parti, il est parmi nous, il est avec nous, il mènera le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là, nous sommes en deuil bien sûr, mais nous allons continuer son œuvre. Voilà ce que demande le ministre Charles Blé Goudé et son papa, le président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup, M. Djabi Youssouf, directeur de cabinet et porte-parole du ministre Charles Blé Goudé. Merci d'être passé sur Radio PDCI RDA ce soir et bon dimanche chez vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs. On nous fait signe qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion. C'est vrai qu'il pleut au pays, il pleut aussi aux États-Unis, mais je pense que nous allons essayer de faire avec. Alors, nous allons commencer le débat de ce soir qui va porter sur
les dérives langagières sur les réseaux sociaux et nous allons également discuter de la prestation du procureur hein, qui était récemment sur les antennes de la radio-télévision ivoirienne et qui a parlé un peu de ce qui attendait les animateurs des réseaux sociaux. Alors, je crois que nous attendons toujours notre dernier invité, M. Herman Aboua, qui n'est pas en ligne. Alors, je vais commencer peut-être avec, je ne sais pas si M. Jacques Roger veut faire un point en introduction, sinon un peu plus tard peut-être. Oui, un peu plus tard, un peu plus tard. OK, merci. Alors, je vais commencer avec M. Lamine Touré. M. Lamine Touré, bonsoir. Et est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas? M. Touré, vous êtes là? OK. Alors, M. Vabé, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, si vous avez eu l'opportunité de visionner la vidéo du procureur. Et il y a plusieurs choses qui ont été dites dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous voulez peut-être en faire un résumé ou vous voulez peut-être aborder un point précis. Écoutez, je tenais franchement à vous remercier quand même. Je ne sais pas si vous m'entendez là? On vous entend mieux lorsque vous parlez un peu plus fort. Bon, je tenais à vous dire merci, c'est quand même très important. J'ai eu le temps de visionner, je crois bien, les vidéos du procureur. C'est vrai que, bon, c'est quand même un procureur qui fait son travail de manière simple et de manière honnête, si je peux me le dire, mais malheureusement, il a omis quand même quelque chose, il faut le dire. Je vais essayer quand même de le remettre ça à la mémoire. On sort d'une crise sans précédent depuis 2011 et on assiste, c'est sûr, depuis cette crise je dirais quand même, à différence des justices, la justice d'un vainqueur, la justice du palais et la justice du peuple. Nous savons parfaitement que la justice, en fin de compte, d'un vainqueur, prend par exemple sur la justice du peuple, parce que quand je parle de la justice du peuple, je veux parler du juge qui rend une décision sans appeler par exemple le palais pour savoir si la décision qu'il doit rendre doit faire plaisir bien sûr à Ouattara ou pas. Donc, je me suis posé vraiment la question. Lorsque, par exemple, ce procureur sort de là, qui fait, par exemple, une émission sur la télévision, je pense que c'est pour conscientiser, je crois bien, tout le monde, de telle sorte que, bon, peut-être la jeunesse qui a été prise en otage par une idéologie, je crois bien, extrémiste de la part, bien sûr, du RDR, parce qu'il faut rappeler, bien sûr, que la plupart des personnes qui insultent matin, midi, soir sur les réseaux sociaux sont ceux-là même qui sont toujours soi-disant dans leur combat à eux, le combat tribaliste, le combat brutal et le combat en fin de compte qu'on ne voit pas. Donc, c'est simplement pour dire à ce dernier, pour dire que c'est vrai, il essaie, bien que mal, bien sûr, de lancer un message à la jeunesse pour faire comprendre qu'à travers les réseaux sociaux, franchement, qui sont un média, parce qu'il faut le dire, où tout le monde peut s'exprimer différemment sans heurter aussi la sensibilité de chacun, on essaie bien que mal d'écouter ou bien de faire, par exemple, je crois, le ménage. Parce qu'il faut le dire aussi, Facebook n'est pas un journal. Maintenant, lorsqu'il décide, par exemple, de lancer, je crois bien, des mandats internationaux, c'est différentes personnalités qui se trouvent à l'extérieur, je vais me poser la question, quelle est la marche de manœuvre là pour avoir un mandat ou bien lancer un mandat sur les 2 milliards de visites, 2 milliards d'abonnés que Facebook a. Vous voyez un tout petit peu que c'est quand même de la pub plaisanterie, mais je l'encourage aussi à faire son travail de manière modeste et ne pas aussi faire un travail dans un sens, mais qu'il fasse le travail pour tout le monde, puisque le procureur de la République, non pas le procureur du palais, non pas le procureur de ceux réellement qui ont gagné des élections dans des conditions purement pitoyables. Je veux parler bien sûr du RDR. Je vous rappelle, ne serait-ce que les faits. Vous en convenez avec moi que le RDR a pris le pouvoir dans des conditions purement pitoyables en marchant dessus sur le corps de plus de 10 000 personnes. On a vu ce qui s'est passé dans toute la Côte d'Ivoire. Et quand même, il est très important que ce procureur essaye, bien que mal. S'il n'a pas d'autres pistes, je peux quand même l'orienter à des pistes comme Naïbi, qui a été où il y a eu des massacres, Djokwe, où il y a eu plus de 800 personnes. Il y a eu, on peut l'orienter par exemple sur les pistes, par exemple, de ceux qui ont détenu de l'argent en Côte d'Ivoire,
à commencer bien sûr en parenthèse, parce que jusqu'à la fin du contrat, il n'y a pas eu de choses. Gon Coulibaly, on parle de 400 milliards qui a été destiné dans la filière de l'agriculture. On parle aussi de Cissé Bakongo qui a peint. En somme, il y a beaucoup d'autres cas pour lesquels vous estimez que le procureur pourrait s'auto-saisir. Oui, c'est pourquoi je suis en train de donner des pistes, parce qu'il arrête par exemple un jeune homme qui a décidé, bien que mal, bon, peut-être qu'il rigolait, parce que lorsqu'on parle d'un étudiant qui écrit une phrase, on ne peut pas prendre son sérieux, il le fait arrêter, à travers lui, il fait une grosse publicité. C'est quand même un enfant qui s'amusait, il ne pensait pas ce qu'il était. Je veux parler bien sûr de celui qu'ils ont arrêté sur votre radio, mais il y a quand même des symboles qu'il faut arrêter, des symboles de la République, comme les Cissé Bakongo, les Bitoko, qui à eux seuls, en fin de compte, on parle franchement d'une plainte qui est déposée contre lui à Paris de 300 millions qu'il aurait détourné, qui a été viré lui-même en personne du gouvernement. Il y a aussi, je crois bien qu'il y a eu, par rapport bien sûr à l'argent qui a permis le recensement, ce sont des pistes que je lui donne pour qu'il puisse aller fouiller là-bas. Je suis sûr et certain qu'il fera aussi quelque chose de bien que de s'acharner, par exemple, sur justice. Alors, sans rentrer dans les détails peut-être dès maintenant, je pense que je vois ce qui est pour vous, ce que vous avez retenu, disons, d'important dans la prestation du procureur. Alors, avant de prendre rapidement Noël la démocrate qu'on arrive à voir, je voudrais savoir si M. Touré est maintenant avec nous. Oui, allô, M. Katina? Ok, alors, c'est bon, M. Touré, parce qu'on vous a passé la parole tout à l'heure, mais vous n'étiez pas connecté apparemment, vous n'avez pas répondu. Oui, c'est vrai. Permettons à Noël, vous savez, à Noël la démocrate de dire un mot. On n'avait pas pu l'avoir dans le temps, de dire un mot par rapport au décès du professeur Sangaré. Noël la démocrate, bonsoir. Oui, bonsoir Katina. Ok, merci d'être avec nous. Et je ne sais pas, comment est-ce que cette nouvelle vous afflige et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette perte? Merci beaucoup. Et tout ce que je peux dire ce soir, c'est que la Côte d'Ivoire est en deuil. Aujourd'hui, nous militons pour faire la politique autrement. Et ça fait partie aussi de faire la politique autrement. C'est d'apporter notre sincère condoléance à la famille biologique et à la famille politique de Aboudraman Sangaré. C'est une mort qui nous surprend. C'est vrai que l'homme, il naît, il vit et puis il meurt, mais une mort aussi brusque ne peut que fragiliser le tissu politique, sociopolitique en Côte d'Ivoire. Les mots me manquent, je peux dire les mots me manquent, je parle habituellement avec beaucoup de vigueur et enthousiasme, mais actuellement je ne peux que pleurer avec le FPI qui avait du mal d'abord à se réconcilier avec elle-même, ce qui me fait très mal d'ailleurs, c'est que Sangaré n'a pas pu se réconcilier avec sa famille avant de tirer sa révérence. Alors ce qui marque, c'est que de tous les bords, il y a beaucoup de sympathie quand même par rapport à cette nouvelle. Est-ce que l'homme était, je veux dire, est-ce qu'il méritait vraiment cette sympathie de tout le monde? Et puis, qu'est-ce que vous, personnellement, la vie politique du professeur Sangaré vous inspire? Le professeur Sangaré a été un homme rassembleur. Il a été un homme qui a mené le FPI à l'absence de Koudou Laurent Gbagbo, qui est actuellement à l'AE. Et il a été quand même quelqu'un qui a pris des positions radicales, des positions fermes, parce qu'il connaissait le combat du FPI, il connaissait le combat et le pari qui s'était donné, et les objectifs qu'il cherchait à atteindre ensemble. Ce que je peux dire, c'est que l'homme loyal, ça existe. L'homme au service de la nation, ça a existé en la personne d'Aboudraman Sangaré, malheureusement qui est parti. Et aujourd'hui, je suis triste de savoir l'avenir que le FPI va avoir aujourd'hui, la perte de ce grand homme qui a aujourd'hui rassemblé, qui rassemble aujourd'hui
toutes les tendances politiques. Aujourd'hui, on voit le RDR. Malheureusement, pour moi, je vais un peu tirer sur cette ficelle-là qui ne devait pas exister en tant que RDR pour parler de condoléances au FPI parce qu'aujourd'hui, ils sont RHDP et je suis surprise de savoir que le RDR adresse ses tristes condoléances au FPI. Je voulais entendre le RHDP pour être honnête, pour être correct. Mais bref, ça c'est juste une attention que j'attire. Et aussi qui a ému aussi le PDCI et tous les partis qui compatissent aujourd'hui de ce grand homme-là. C'est parce qu'il a pu rassembler tous ces hommes politiques malgré les frustrations, les humiliations qu'il a vécues, qu'il a traversées de par ces derniers jours. Après, je peux dire que cet homme, c'est un grand barbare de notre milieu politique qui vient de tomber. Et on ne peut vraiment que compatir et demander à Dieu de prendre pitié de son âme et vraiment continuer à prier aussi que nous continuons d'avoir ce type d'homme dans nos rangs politiques. Merci beaucoup, Noël, la démocrate. Je rappelle que vous avez été candidate aux dernières élections municipales à Mans et puis candidate aussi aux législatives à Cocody, je crois, il y a quelques années, n'est-ce pas? Oui, effectivement, 2016-2018. Merci. Et encore 2020, nous sommes là. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup d'être passé dans nos plateaux et bon dimanche chez vous. Merci. Je tiens à saluer tous les invités de ce soir et aussi merci pour tout ce que Radio PDCI fait pour les militants de PDCI et aussi pour la population de Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Restons mobilisés et gardons toujours l'œil de la politique autrement. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, monsieur Lamine Touré, je pense que vous êtes suivi sur le décès du professeur Sangaré. Donc là, on va revenir au sujet qui est sur la table ce soir. Allez-y. Voilà, donc merci à vous de m'avoir redonné la parole. D'abord, je m'excuse pour je vais dire, pour le fait que vous m'ayez appelé tout à l'heure et que je n'étais pas disponible. Je suis en famille, alors j'ai eu un petit contretemps, ce qui a fait que je n'ai pas pu intervenir. Je vous entendais, mais malheureusement, je ne pouvais pas intervenir à cette période-là. Bon, écoutez, donc je suis Lamine Touré, militant du RDR et surtout RHDP aujourd'hui. Et donc, je vis dans l'État de New Jersey, aux États-Unis. Voilà. Ceci étant, je voudrais revenir un peu au thème d'aujourd'hui. Je crois que si vous avez écouté le procureur, il a été très simple. Il a en fait essayé d'éveiller la conscience des Ivoiriens sur ce qu'il y a actuellement. Vous savez, en droit, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, particulièrement, les gens interviennent sur les réseaux sociaux sans savoir qu'il y a une loi qui existe et que tout ce qui se passe actuellement est encadré par la loi. Alors, le procureur, donc, quand il fait son intervention, ce n'est pas une mise en garde, non. Et lui, il dit, il essaie d'informer la population sur les dispositions qui existent en la matière, en ce qui concerne l'encadrement des réseaux sociaux. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il faut de reconnaître que les raisons premières pour lesquelles les réseaux sociaux ont été créés, ces raisons elles sont dévoyées aujourd'hui. On sait qu'avant, les réseaux sociaux étaient créés, ça devait être des lieux de rencontre, des lieux d'échange d'informations, des lieux d'apprentissage même. Voilà. Mais alors qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est que certains esprits malins ont commencé à utiliser les réseaux sociaux
comme un lieu d'appel à la haine, à la division, à la communauté, je veux dire, à l'opposition des communautés, à la sédition et autres. Mais face à cela, je veux dire, le procureur de la République sort et dit, pour mettre en date, je veux dire, les utilisateurs des réseaux sociaux d'une manière générale, pour leur dire, attention, les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. C'est vrai qu'il y a la liberté d'expression. C'est vrai que, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, on peut s'exprimer, on peut essayer d'éveiller la conscience des gens, mais tout en le faisant, il faut s'appliquer à ne pas heurter les sensibilités des autres. Parce qu'à partir du moment où vous le faites, alors vous vous mettez contre la loi. À partir de ce moment, la question qu'on est tenté de se poser, c'est vrai ce que vous dites, mais on a l'impression que cela ne s'applique pas à tout le monde. Parce qu'on voit plusieurs posts, plusieurs publications de personnes qui sont du côté du pouvoir. Et certains Ivoiriens nous disent qu'ils s'en plaignent, mais on n'entend rien à ce propos. Je ne sais pas, le procureur a dit qu'il ne peut pas s'auto-saisir sur tout. Mais bon, tout de même, on sent un peu un manque d'équité à ce niveau. Ah non, je crois qu'il n'y a pas de manque d'équité au niveau du procureur. Hein, il a été très simple. C'est-à-dire, vous êtes une personne privée comme moi. Est-ce que vous vous sentez attaqué, agressé par quelqu'un sur les réseaux sociaux? Vous êtes libre d'aller porter plainte contre cette personne qui vous agresse. Voilà. Donc, si vous le faites, vous êtes dans vos droits. Mais si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vous en prendre au procureur de la République. Maintenant, le procureur a été très clair. Il dit qu'il y a des personnes qui sont dépositaires des charges publiques. Et donc, ces personnes-là sont protégées par la loi. Et parmi ces personnes-là, se trouve le président de la République, le vice-président, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, les magistrats, les policiers, etc. Mais quand vous vous en prenez à ceux-là, alors la loi demande au procureur de la République donc de te saisir pour pouvoir porter plainte contre la personne là qui s'en prend à ceux-là. Comprenez? Mais donc, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y a une volonté du procureur de la République de s'en prendre voilà, de s'en prendre à certaines personnes. Non. Il faut qu'on sache c'est quoi nos droits. Il faut qu'on sache c'est quoi nos limites et en fonction de ça, agir. Voilà. Okay. Rapidement pour finir, je veux dire à mon frère qui m'a précédé, j'ai vu qu'il allait un peu dans tous les sens. Je crois qu'il faut qu'on concentre le débat sur le sujet du jour. Parce que tout ce qu'il était en train d'énoncer, disant, parlant de mort, de choses, si je devais entrer dans tout ça, mais je crois qu'on va créer notre débat, on ne va pas en sortir. Voilà, je pense qu'il y a lieu de nous concentrer sur le sujet qui nous unit aujourd'hui. Et puis maintenant, voilà, sinon, ça dit, tout le monde a redit sur son prochain. En Côte d'Ivoire, personne n'est blanc comme ça. Non. Voilà. Donc, donc je m'arrête là et en attendant qu'en tout cas on continue avec le débat. Merci bien. Ok, alors là, nous avons notre troisième invité qui a pu finalement nous rejoindre, mais je crois qu'il y a encore quelques soucis techniques au niveau de M. Herman Aboua. Il n'y a pas de retour de son, M. Herman Aboua, à votre niveau, donc il faut peut-être voir au niveau de vos paramètres. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Alors, M. Herman Aboua, bonsoir. Bonjour, monsieur. Ok, on vous entend un peu faiblement. Je sais que vous n'êtes pas bien portant. Merci déjà d'accepter de participer à cette émission malgré votre état de santé. Alors, vous êtes évidemment très connu, mais je vais vous permettre quand même de vous présenter pour les quelques rares auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Non, je n'ai pas l'habitude de me présenter. Je m'appelle Herman Aboua, je suis journaliste, je suis ivoirien. Alors, merci. Alors, une question qui est importante quand même. Vous vivez aux États-Unis, d'après ce qu'on nous a dit. Alors, est-ce que vous êtes en exil ou c'est un séjour volontaire? Non,
Vous savez, la Côte d'Ivoire, elle est tellement riche et puis assez colorée que quitter le pays de façon volontaire et s'y jouer ailleurs de longtemps, ça ne peut qu'être un forcing paradien. Donc, je suis ici pour en être dit. Ok. J'avoue qu'on vous entend à peine, mais on vous entend quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, si vous avez eu l'opportunité de suivre l'entrevue que le procureur Richard Adou a eue avec, je dirais, vos confrères et consoeurs de la radio-télévision ivoirienne. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous en retenez? Vous savez, c'est surtout sur la question comment on appelle, la question des internautes qui seront menacés. Je pense que, vous savez, lorsque le pouvoir judiciaire est assez corsé ainsi, c'est surtout pour faire souvent le lit aux initiatives du régime au pouvoir de l'exécutif. Normalement, dans un pays, rien ne peut faire peur. Vous êtes ici dans les pays occidentaux comme les États-Unis, comme la France. Lorsque les gens ont envie de dire ce qu'ils ont envie de dire, ils s'expriment, quelle que soit la gravité. Et lorsque, dans un pouvoir, on essaie de corser, interdire les gens d'être sur des réseaux sociaux, ceci, cela, c'est une forme de musellement, d'emprisonnement de cette liberté d'expression que les gens ont. Donc, je veux dire, même si la loi autorise ou bien les dispositifs judiciaires autorisent certaines choses, mais que le pouvoir judiciaire, notamment le procureur, fait cette genre pour des histoires de réseaux sociaux, je pense que c'est une certaine fébrilité du régime en place. D'accord. Avant de passer à M. Vabé, M. Aboua, juste avant que vous n'arriviez, nous avons eu quelques personnalités politiques et du monde culturel ivoirien qui se sont prononcées sur le décès du professeur Aboudraman Sangaré. Nous avons eu le président Adama Daïko, nous avons eu Fernand Dédé et bien d'autres. Alors, je voudrais vous donner l'occasion de dire un mot à ce sujet et d'adresser un mot à l'endroit de sa famille biologique et politique. Je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Le décès de M. Aboudraman Sangaré, le professeur Aboudraman Sangaré, c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous savez, son combat aux côtés de Laurent Gbagbo, l'homme pour qui il est resté fidèle depuis des années, depuis des décennies, c'est ce qui a abouti en 90 avec le multipartisme en Côte d'Ivoire. Les gens on parle beaucoup, mais on n'arrive pas à reconnaître cet énorme progrès-là d'atteindre la démocratie, d'atteindre le multipartisme à partir de 1990, ce dont jouissent aujourd'hui tous les partis politiques. Et M. Aboudraman Sangaré, et à la suite de cela, le voir, quel que soit malgré son âge, être fidèle à leur ligne auprès de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on a comme envie de dire que si on veut faire de la politique, en Côte d'Ivoire, il faut avoir son Aboudraman Sangaré. C'est ce message que la vie de cet homme-là donne aux nouvelles générations. Je pense que nous autres qui avons eu l'occasion de le connaître, de le voir en œuvre et de, je veux dire, jouir de ses conseils, je pense que c'est une grande richesse que nous avons. Je pense qu'il faut que les hommes politiques ivoiriens, la leçon qu'on peut savoir, il faut que les hommes politiques ivoiriens connaissent beaucoup plus d'Aboudraman Sangaré dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses vont changer. C'est un homme qui est sans compromission, qui est un homme qui est resté calme malgré ses convictions et malgré sa fermeté. C'est un monsieur très immense et tout le monde aujourd'hui est unanime. Même ceux qui hier qui pensaient dire qu'ils le détestaient aujourd'hui sont unanimes. Mais la mort, ce n'est que des regrets. Et c'est vraiment une grande perte pour la politique, pour la démocratie en Côte d'Ivoire.
Merci, M. Aboua. Je pense que ce que vous venez de dire va dans le même sens que l'honorable Massogona Bamba que nous avons eu quelques minutes plus tôt, qui rendait également hommage au professeur Sangari. Alors, je ne sais pas si à votre état de santé, vous pouvez rester avec nous, on espère bien, pour ce débat. Si c'est le cas, nous reviendrons à vous dans quelques minutes. Alors, monsieur Adrien Wabé, alors, je pense que votre co-débatteur du RDR, M. Lamine Touré, a estimé que vous alliez un peu dans tous les sens. Alors, est-ce que c'est l'occasion pour vous de peut-être de vous recadrer et de revenir sur le sujet du jour si... Non, je serai franchement franc avec lui. Vous savez, je ne le connais pas personnellement. Je considère qu'il essaie franchement de... vous savez, l'histoire est têtue. Moi, je vais quand même lui donner simplement des traces, simplement des lignes pour qu'au moins il puisse orienter, par exemple, sa manière de voir franchement la vraie politique. Regardez un tout petit peu. Il y a quand même des événements qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a des événements qui sont passés en Côte d'Ivoire. Au-delà de ces événements, nous avons constaté quand même qu'il y a plusieurs justices qui se sont imposées. Il y a quand même la justice des vainqueurs, la justice du peuple, je dirais quand même la justice du palais. Moi, je voulais savoir sincèrement, je voulais demander bien sûr à l'ami, est-ce que le procureur de la République, est-ce qu'il est dans la justice des vainqueurs ou bien la justice du peuple ou la justice du palais? Lorsqu'on constate ces arrestations, on en déduit rapidement qu'il est dans la justice du palais et la justice des vainqueurs, non pas la justice du peuple. Et c'est de ça que nous parlons. Parce que s'il est dans la justice du peuple, c'est sûr et certain que les réseaux sociaux, vous allez voir, ils ne pourront même pas faire déclaration. Vous prenez par exemple le cas des pays développés. Vous n'allez jamais voir un procureur sortir bien sûr à la télévision pour dénoncer les amalgames qui se passent sur les réseaux sociaux. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a la justice pour tout le monde. Et la justice est indépendante. Et la justice n'est pas une justice du palais, ni une justice, par exemple, des vainqueurs. Ça n'existe pas dans ces pays développés. Et regardez en Côte d'Ivoire ce qui se passe. On brûle les maisons, on casse les maisons, le procureur n'agit pas. Regardez par exemple le problème de Danga. Laissons à faire des réseaux sociaux. Regardez par exemple le problème qui s'est passé à Danga, Cocody Danga, où on met les gens par exemple dehors qui dorment dans les cimetières. Est-ce que le procureur une fois est allé enquêter sur ce dossier? Il y a eu quand même le massacre de Nanibi. Est-ce que le procureur s'est déplacé pour aller enquêter? Où 800 personnes se sont fait massacrer. Il y a eu des arrestations. La seule arrestation qu'il a eu à faire, on sentait justement cette pression, c'est l'arrestation de Soultoussou, le porte-parole, je crois bien le directeur de Soroguium, qui l'a incarcéré, mais rapidement il l'a fait sortir. Vous voyez un tout petit peu. C'est pourquoi je dis simplement, si le procureur lui-même décide franchement de faire une vraie justice, la justice du peuple, c'est sûr et certain que le problème des réseaux sociaux doit plus exister. Maintenant, c'est vrai, c'est un moyen parce qu'on sort d'une crise et le pouvoir en place a caporalisé la télévision, le budget de famille, c'est-à-dire la télévision nationale. Mais comment faire pour pouvoir, comment les autres peuvent faire pour pouvoir s'exprimer en quelque sorte? Ils utilisaient par exemple les réseaux sociaux franchement pour pouvoir dénoncer la dictature du président Alassane Ouattara. Ils utilisaient franchement les réseaux sociaux pour pouvoir dénoncer l'amalgame que Ouattara faisait entre son pouvoir personnel et le pouvoir qu'il avait eu dans les conditions purement pitoyables. Ils utilisaient aussi les réseaux sociaux pour pouvoir, en fin de compte, rendre des témoignages. Donc, au fil du temps, on a vu qu'il était important de s'exprimer dans un premier temps sur les réseaux sociaux que passer à la télévision. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est peut-être l'ancien procureur qui ne faisait pas son travail? Oh, vous savez, les procureurs, on en a vu. On a vu Serge Kassi, je ne sais pas si c'est, comment il s'appelle même, le procureur militaire, comment il s'appelle, Serge, comment il s'appelle, bon bref, j'ai oublié son nom, qui est venu et qui n'arrêtait pas de poursuivre les pro-Gbagbo. Et en dernière position, nous avons trouvé des armes chez lui à domicile et comme par hasard, il ne parle plus. Mais regardez un tout petit peu. Il y a eu une manifestation qui s'est passée à Boaké où les militaires ont pris des armes, ont tué simplement pour je dirais quand même pour réclamer les dus à Alassane Ouattara. Est-ce que le procureur Serge Kassi, je crois bien, est-ce que le procureur Serge Kassi a été inquiété par rapport à ça? Non. Le procureur Serge Kassi? C'est Serge Kassi ou bien, je ne sais pas, excusez-moi du nom. Hein. Ange Kessi. Ange Kessi, oui. Est-ce que le procureur Ange Kessi a décidé d'enquêter sur les malversations qui se sont passées, je crois bien, à Boaké? Non. Pourquoi? Parce qu'il est d'accord avec cette justice des vainqueurs et cette justice du palais. Maintenant, le procureur Adou, qu'est-ce qu'il lui fait? C'est vrai, quand on en entend parler, on sait que c'est quand même quelqu'un qui est doté d'une capacité intellectuelle de réflexion et qui essaie de sensibiliser. Parce que quelle est la marge de manœuvre qu'il a, franchement, pour pouvoir lancer tout ce qui est mandat international, tout ce qui est pour pouvoir lancer des mandats internationaux contre tout le monde? Il n'y en a pas.
il essaie, bien que mal, malgré ses maigres moyens, de passer peut-être à la RTI, de sensibiliser et de faire légèrement peur. Mais il sait de toute façon que ce n'est pas ça. Le plus important, comme on le dit, c'est la justice. Il faut qu'il y ait une seule justice pour tout le monde, pour que tout rentre dans l'ordre. Tant qu'il n'y aura pas une seule justice, vous allez voir que les dénonciations, les injures, et bien la malversation sur Facebook va s'accentuer. C'est sera très difficile d'arrêter ça. C'est ce que je vais dire, bien sûr, à l'ami, pour faire comprendre qu'il faut qu'on rentre dans le cadre du débat. Maintenant, bon, c'est vrai. OK. Alors bien sûr, on est dans le cadre du débat. On est dans le cadre du débat. Je pense que l'essentiel du débat aujourd'hui, c'est de savoir, c'est de disséquer les propos du procureur et de savoir comment est-ce que les internautes doivent se comporter pour rester dans un cadre qui leur permettrait d'éviter de se faire choper, permettez-moi l'expression, par le procureur. Et puis, le dernier aspect de ce débat ce soir, c'est de voir comment est-ce que les réseaux sociaux impactent ou pourraient impacter le cours de la vie politique ivoirienne. Alors, avant d'en revenir au journaliste Herman Aboua, s'il vous plaît. avant d'en revenir au journaliste Herman Aboua, je vais passer la parole à M. Touré et rapidement quand même, si vous me permettez, M. Touré, voilà. Dire que, avant que vous preniez la parole, nous aurons tout à l'heure un internaute très connu, Prince Peter 007, qui nous donnera un peu un témoignage de ses activités sur les réseaux sociaux et de ce qu'il a pu subir relativement à cela. Alors, M. Lamine Touré, allez-y, s'il vous plaît. M. Katina, c'est oui. Allô? M. Touré, ça. Allô? Oui, allô? Oui. Non, c'est Jacques Roger. Hein, c'était pour vous signaler ma présence. Voilà. OK, Jacques. Je vous prends tout à l'heure, juste après M. Aboua. Alors, M. Lamine Touré, allez-y. Oui, j'ai écouté monsieur, je crois, c'est Abbé, c'est ça? Vabé. Vabé, voilà. Voilà, monsieur Vabé, voilà. Et comme je disais, voilà, il n'y a pas de problème, monsieur Vabé. Voilà, je disais tantôt que vous étiez difficilement cernable parce que vous allez un peu dans tous les sens. Voilà. Vous savez, il faut qu'on sache quelque chose sur ce plateau-là. C'est que tous les grands partis que nous connaissons en Côte d'Ivoire, en tout cas les trois grands partis, qui sont les RDR, le FPI et le PDCI, chacun de ces partis a dirigé en Côte d'Ivoire. Et chacun de ces partis a une histoire. Rappelez-vous que quand le PDCI était au pouvoir, chacun a estimé que le procureur d'alors ne répondait seulement qu'aux ordres du pouvoir. Et c'est le même cas que sur le président Gbagbo. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui est au pouvoir et c'est la même rengaine. Mais lui, il est en train de citer, le frère Gbagbo est en train de citer certains cas. Je vais lui rappeler qu'ils ont été au pouvoir. Et que pendant qu'ils étaient au pouvoir... Non, s'il vous plaît. Bon, vous ne savez même pas qui je suis. Moi, je suis le directeur de presse. Monsieur Vabé, s'il vous plaît, vous connaissez le principe. Vous connaissez le principe à cette émission, donc on va le laisser finir. Voilà. S'il vous plaît. Donc, je reviens un peu, voilà, je veux dire, à ce qui s'est passé sous ces différents régimes. Voilà. Il y a un bruit quelque part là, si la personne peut se mettre à plus facile. Voilà. Donc, on a vu que quand vous prenez par exemple le cas d'Abdourahmane Sangaré que le monde politique est en train de pleurer aujourd'hui, mais il a été à plusieurs reprises emprisonné par exemple sur le régime PDCI. Et vous le savez. Et l'un des événements non de moins était le cas à Fakaya, quand par exemple il a été reçu et convoqué au ministre de l'Intérieur d'alors, le ministre Dibuna Kone, et qu'il a copieusement battu. Et ce qui a fait même, ce qui a donné une visibilité internationale à chose. Donc, et il y a eu de morts sur le plan, peut-être que ce n'est pas, je vais dire, la dimension d'aujourd'hui, mais il y avait quelques manifestations. Nous étions dans l'opposition à l'époque, mais il y a eu des morts un peu partout. Mais il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu dessus? Voilà. Quand on voit par exemple qu'en 2000, je veux dire, en 2000, il y a les premiers charniers que nous connaissons en Côte d'Ivoire.
et qu'il n'y a pas d'enquête crédible. On est venu parler d'une enquête pour au finish, je veux dire, disculper certaines personnes. Mais c'est grave. Quand vous voyez que des gens et non de moines ont été tués et qu'aucune enquête n'a été menée, le général Guéhi, qui était président de la République, a été tué. Le ministre Bogab Doudou a été assassiné. Mais il n'y a eu aucune enquête. Il n'y a pas de procédure de République à cette période-là. Quand vous voyez en 2003, 2004, quand il y avait les marches de l'opposition, donc du RDR, et qu'on a plus de 400 militants qui sont tués, et qu'il n'y a aucune, je veux dire, il n'y a aucune enquête. Mais vous n'en parlez pas. Donc c'est facile de venir dire il n'y a pas le président, le procureur de la République roule pour le pouvoir. De toutes les manières, moi je ne vais pas dans cela. Je reviens au sujet pour dire que il faut qu'on sache que d'une manière générale, en Côte d'Ivoire, on a à peu près 50% de la population qui est illettrée. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a 5-6 ans avant, il n'y avait que peut-être 2000, 3000, 4000 personnes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes à des millions qui sommes sur les réseaux sociaux. Et les gens vont intervenir et ne savent pas ce à quoi ils s'exposent. Mais comme nous, le procureur de la République sait que la population, d'une manière générale, est illettrée et que nous, les Africains, nous n'aimons pas lire, donc personne n'ira dans la Constitution pour voir ce qu'il encourt en posant tel ou tel geste. Voilà pourquoi il les sautait à la télévision. Pour sensibiliser, ce n'est pas de nouvelles lois qui existent, hein, il faut le dire. Ce n'est pas de nouvelles lois qui existent, c'est des lois qui existent dans la Constitution. Et les gens sont comme surpris. Et quand je les attends ici, on dit, mais non, mais pourquoi il vient menacer les gens, pourquoi? C'est pas ça. Les lois existent dans la Constitution, mais comme nous n'aimons pas lire la Constitution, mais voilà pourquoi le procureur Adou Richard sort pour essayer d'expliquer un peu sur à quoi je veux dire, ce qui attend les gens quand ils vont dans des actes de xénophobie, de discrimination et de délation haute. Donc, il faut que les choses soient claires. Donc, je crois que c'est sur cela qu'on est aujourd'hui. Je crois que je veux qu'on continue dans ce débat que d'aller un peu de gauche à droite. Voilà. Merci bien. Ok. Alors je vais me tourner vers M. Abou avant de venir à Jacques Roger. M. Abou, vous qui êtes un professionnel de la communication, quel est votre constat personnel? Les dérives langagières sur les réseaux sociaux, dans les deux camps, quel est votre constat personnel? Et puis, comment est-ce que vous-même, qui êtes un utilisateur des réseaux sociaux connu, comment est-ce que vous appréhendez cela? Bon, d'abord, je voudrais d'abord réagir par rapport à ce que M. Lamine vient de dire. Je ne suis pas d'accord que on soit en train de chercher à justifier ce qu'on constate sous un régime actuel qui est contemporain au regard de ce que les autres régimes auraient fait. Parce que si on arrive aujourd'hui, si le PDCI, on peut dire tout ce que le PDCI aurait fait, le régime PDCI aurait fait de mauvais, on peut dire encore plein de choses sur le régime Guy Robert, on peut encore dire encore bien de mauvaises choses sur le régime Gbagbo. Mais aujourd'hui, on parle de l'heure d'Alassane Ouattara. Le régime Alassane Ouattara, pourquoi à chaque fois, lorsqu'on essaie de ressortir certaines imperfections de ce régime, ceux qui pensent que Alassane Ouattara est clairvoyant veulent forcément justifier ce qu'il y a au regard des régimes passés. On ne va pas avancer comme ça. On est en train de chercher à comment est-ce que notre pays, notre République se porte mieux pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, si on est en train de faire, je veux dire, un examen sur ce qui se passe à l'heure actuelle, il faudrait que ceux qui sont au pouvoir, ou bien ceux de leurs sympathisants militants, puissent essayer de ressortir ce qui est bien et ce qui est à parfait et on avance. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour revenir, moi je dis, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on trouve plein de gens qui relaient des rumeurs, qui vont dans tous les sens, rumeurs. Mais ce qu'on constate, lorsque la loi veut sanctionner, elle ne doit pas dire que choisir une certaine coloration, juste une certaine coloration. Parce que les dérives langagières qu'on constate sur les réseaux sociaux, partez un peu sur les réseaux sociaux qui sont les plus importants, qui traitent des débats politiques comme comment on appelle OLCI, il y a un autre aussi
qui font mais les acteurs qui sont à l'intérieur, on constate qu'il y a certains qui sont proches du régime actuel qui vont souvent dans des bassesses, dans des énormités en termes langagiers, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Mais lorsque le jeune, Kwasi, généralement, le jeune étudiant a juste relayé, partagé un poste qu'il a reçu quelque part, on a vu comment il a été écroué, il a dû séjourner avant qu'on le sorte. Donc c'est de ça qu'on parle. Lorsque la justice, elle veut, comme il nous dit que les lois, la Constitution, il y a des thèmes qui sont contenus dans la Constitution, que nul n'est censé ignorer la loi, bien, mais il faut que cette loi-là s'applique à tous les Ivoiriens sans coloration politique ou sans coloration de gens ou de personnes ou bien de religion. Mais lorsqu'on constate que c'est juste seulement sur un camp que cela est axé, il faut bien qu'on s'inquiète. Le procureur va venir dire tout ce qu'il a à dire, il reste un procureur de la République. Il fait son travail, mais son travail, il est sélectif, et ça tout le monde le sait. Comme il le reconnaît si bien, quand les pouvoirs sont là, les procureurs sont sélectifs, mais lorsque lui qui est un acteur de la vie ivoirienne, quand il doit se met aux côtés du procureur, c'est qu'il y a matière à s'inquiéter. Comment ensemble, en tant qu'Ivoiriens, on doit voir dans ce que le procureur fait et qui n'est pas bon et qu'on le sorte, mais c'est d'être même fébrile de vouloir faire le gendarme sur les réseaux sociaux, sur les langages des uns et des autres. Et quand on veut je dis, noter les gens par rapport à leurs énormités langagières, il ne faudrait pas qu'on le fasse seulement axé sur eux. C'est ce que je vais ajouter avant qu'on puisse qu'ils réagissent et qu'on puisse voir la suite. Merci beaucoup, monsieur Aboua. Je rappelle que Herman Aboua est un journaliste bien connu, c'est un journaliste au niveau de la radio-télévision ivoirienne. Alors, je vais passer la parole à Jacques Roger. On sait que Radio PDCI-RDA a eu beaucoup de soucis ces derniers temps, tant internes qu'externes. Quand je dis interne, je veux dire au niveau du PDCI-RDA même, comme au niveau de la justice de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est pas ça. Comment est-ce que vous avez appréhendé cela? Et puis, par rapport au sujet du jour, justement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci beaucoup. Hein, merci. Un grand coucou. On vous entend faiblement. Voilà, je disais merci beaucoup. Vous m'entendez de mieux? Ça va? Hein? Si, c'est mieux, oui. Voilà, merci beaucoup. Hein. Je disais donc bonjour ou bien bonsoir à Herman, à Lamine, à Vabé et puis à vous-même. Voilà. Alors, ce que j'avais voulu dire par rapport à ce que les uns et les autres viennent donc de dire, j'approuve à 100% ce que Herman vient de dire tout à l'heure, hein, par rapport un peu à l'intervention donc de Lamine Touré. Alors, M. Lamine Touré qui était en train donc de chercher donc à justifier un peu ce qui se passe au niveau donc du pouvoir, M. Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, je trouve que c'est assez dangereux parce que tout ce qu'il a énuméré, admettons que tout ce qu'il vient de dire, c'est pratiquement un peu la vérité. On a vu M. Ouattara qui a combattu cela hier. M. Ouattara et les RDR qui ont organisé donc des manifestations, tout ce qu'il fallait pour contrer ce qu'ils avaient qualifié donc de dérive en son temps. M. Ouattara a dit, donnez-moi le pouvoir, je serai un président différent. Et le RDR qui nous dit, oui, remettez le pouvoir à M. Ouattara et vous allez voir comment on gère un pays. Comment la démocratie va certainement donc régner dans le pays. Alors, M. Ouattara est au pouvoir. Alors, s'il y a des dérives, critiquons ces dérives, faisons en sorte que cela n'arrive plus que de chercher donc à justifier. Voilà un peu le que je voulais certainement donc à l'intervention donc de monsieur Lamine Touré. Et comment nous sommes arrivés à une telle situation? Alors, on nous dit là que c'est maintenant que les dérives vont commencer. Ah non, les dérives vont commencer il y a pratiquement belle lurette. Et pourquoi maintenant? Quand le gouvernement se trouve dans une situation un peu compliquée, puisqu'ils ont déjà le monopole de la communication, tout ce qui est comme monopole. À un moment donné, quand ils voient qu'ils sont un peu acculés, qu'ils n'arrivent plus à imposer leur manière de voir donc à la population, et que l'opposition commence à utiliser d'autres manières pour faire passer donc le message, alors il faut passer donc à la loi. La loi est réellement qui devient seulement une loi dirigée contre les opposants. Parce que M. Katina,
suivez, regardez un peu tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu un militant du parti au pouvoir inquiété? Alors que ceux qui utilisent certainement le langage qu'on ne veut pas entendre, la majeure partie du temps, ce sont nos amis donc de l'opposition, au pouvoir. Mais ça n'a jamais été le cas. Alors, de quoi s'agit-il? Radio PDCI existe. Radio PDCI a réussi aujourd'hui à apporter donc la contradiction au parti au pouvoir. À un moment donné, ils sont acculés, manipulés par le travail remarquable de cette radio. Hein. Il faut trouver donc des situations pour pouvoir donc intimider. On part par l'arrestation de façon injuste et arbitraire de notre représentant au niveau d'Abidjan, dans des conditions floues et dans des conditions, pour employer l'expression de M. Henri Konavélier, abscons. Et le procureur arrive à la télévision, est venu donc nous dire ce qu'il a envie de dire pour certainement faire plaisir nos partis au pouvoir. Nous sommes d'accord, il y a des dérives. Alors, si on veut combattre les dérives, cela doit se faire de façon intégrale. C'est-à-dire que vous soyez du RDR, que vous soyez du Front populaire ivoirien ou bien du PDCI-RDA. Si vous commettez certainement donc des infractions, la loi doit être un peu donc, de façon donc, intégrale. Mais nous ne constatons pas cela. On a l'impression que c'est donc l'acharnement contre des opposants, contre, si vous voulez, les éléments donc, de Radio PDCI-RDA. Et on oublie de nous parler donc de la liberté donc, des presses. M. Herman l'a évoqué tout à l'heure. Mais tout le monde sait que c'est le principe fondamental d'un système démocratique. Sans liberté donc, d'opinion, ou bien liberté donc, de presse, il n'y a vraiment pas donc, de démocratie. Mais là où il y a problème, c'est que s'il y a des dérives, les lois sont là pour pouvoir faire face. Qu'on laisse des individus qui se sentent certainement diffamés ou bien calomniés, porter plainte. Mais cette manière de dire que nous allons émettre donc des convocations, aller donc dans des pays pour aller chercher ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je pense que c'est de la plaisanterie. Monsieur Herman qui est là, qui est donc réfugié politique, je suppose, puis qui dit qu'il est réfugié. Les États-Unis livrer Herman à la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont aux États-Unis, qui sont américains, vous voyez la justice américaine livrer leurs ressortissants, certainement la petite justice ivoirienne. Non, soyons quand même sérieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays que nous devons donc critiquer. Allons directement au niveau donc de la justice. Il y a un événement qui s'est passé que jusqu'à présent, les gens n'en parlent pas. C'est donc la tentative d'assassinat du magistrat Ange Olivier Gras, qui était d'ailleurs le président donc, du syndicat donc, des magistrats donc, de Côte d'Ivoire. Il a été contraint en exil, vous comprenez? Comme il le dit, à un moment donné, M. Ouattara lui-même est devenu le procureur. C'est-à-dire celui que nous avons, en écoutant le super magistrat, c'est M. Ouattara qui délivre même des décrets. Et il va plus loin. Il dit, ce qui est donc extraordinaire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en violation donc, du principe donc, de séparation donc, de pouvoir, le chef de l'exécutif sanctionne un membre de notre pouvoir. Le président, constitutionnellement, n'a pas le droit ni le pouvoir de le faire. C'est par contre le principe donc, de la séparation donc, des pouvoirs qui existe. Donc, M. Ouattara lui-même utilise un décret pour limoger, vous comprenez, un magistrat. Et quand vous écoutez aussi ce qui a poussé, je vais aller rapidement, ce qui a poussé donc le professeur Vaudier à rendre la démission au niveau de la Cour constitutionnelle, nous disons qu'en réalité, le pouvoir législatif aujourd'hui est contrôlé par la présidence. Donc, nous sommes dans une dictature. Voilà un peu ce que je voulais dire de façon ramassée. OK. Alors, chers invités, permettez que je puisse dire bonsoir rapidement à ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Ils sont très nombreux. Et rappelez aussi que nous aurons deux invités qui viendront juste pour 2 ou 3 minutes nous parler de leur cas précis, 2 internautes bien connus. Nous avons déjà M. Kissenger Sako, je crois, qui est en ligne. Nous avons aussi Peter 007 qui sera tout à l'heure avec nous, juste pour quelques minutes. Alors, bonsoir à Yves Topé sur Facebook. Bonsoir à Manchester Baya qui dit que la justice doit être équilibrée. Point. Bonsoir à Willway Jordan
Sapa des Sapa. Bonsoir. Merci de nous suivre chaque fois sur les réseaux sociaux. Bonsoir au délégué Adam Yeboah et à la délégation générale du PDCR d'Amérique du Nord. Alors, je ne sais pas si nous avons maintenant Monsieur Kisenga Sako, que nous allons prendre rapidement avant de revenir dans le débat. Monsieur Sako, est-ce que vous nous entendez? On va peut-être laisser sonner. On essaie de contacter Monsieur Sako. Monsieur Katina, je voulais faire une parenthèse, s'il vous plaît. Allô? Allez-y, mais je serai obligé de vous couper lorsque M. Sako sera. Il est là. Oui, bonsoir, M. Sako. Bon. Allô? Allô? Bon, je crois qu'il y a quelques petits problèmes avec Kisenga Sako. Oui, bonsoir, M. Sako. Comment allez-vous? Allô? Vous nous entendez? Ok, allez-y, monsieur Wabé, en attendant qu'on essaie de joindre M. Sako. Écoutez, M. Katina, je pense que nous sommes en train de faire un débat très sérieux qui est écouté par tous les Ivoiriens. J'en disconviens pas, hein, vous êtes libre d'inviter qui vous voulez. Et lorsque j'entends des noms qui effraient légèrement, c'est-à-dire les 007 et les 008, je voulais savoir est-ce que c'est son nom de famille ou bien n'importe qui peut avoir une identité. Ok, excusez-moi, monsieur Wabé, excusez-moi de vous couper. On va prendre rapidement monsieur Sako. Alors, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va. Je vais vous permettre de dire un mot par rapport au décès, au deuil qui frappe la famille politique du Front populaire ivoirien. Je n'entends pas. Oui, monsieur Katina, c'est à moi vous parlez? Oui, monsieur Sako, c'est vous qui avez la parole. Ok. Je pense que par rapport au deuil qui frappe le Front populaire ivoirien, je pense que c'est un deuil qui frappe toute la nation, qui frappe tous les Ivoiriens qui ont encore de la chair à la place du cœur. Donc, je pense que normalement, tout le monde devrait s'incliner devant cette triste nouvelle. Et donc, c'est ce que je peux dire. Condoléances à toute la famille biologique et politique de Aboudraman Sangaré. Ok, je crois qu'il y a quelqu'un qui est connecté sur Facebook et on a un retour. Alors, vous personnellement, monsieur Sako, c'est peut-être à votre niveau, il faut peut-être couper votre connexion sur Facebook. Vous personnellement, qui avez été, je vais dire, vous êtes un internaute très connu, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Récemment, par exemple, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je crois, vous avez été victime d'une situation par rapport à un commentaire que vous avez fait. Alors, quel est votre je veux dire, comment est-ce que vous prenez la présentation, je veux dire, le discours du procureur Adou Richard par rapport aux activités des internautes? Bon, je pense que il y a quand même nous sommes quand même dans un pays organisé par des lois. Et comme j'entends souvent certains prendre pour exemple, sinon pour référence les années 2010-2011, je pense que les choses ont quand même un peu changé. Aujourd'hui, l'accès à Internet, je crois, il est à la disposition de tout le monde. Et je pense aussi que ce n'est pas un quitus pour qu'on puisse écrire tout et n'importe quoi. Et donc, c'est normal que les autorités essaient de réguler ce secteur. C'est vrai, liberté de presse, d'accord, liberté d'expression, ok, on est d'accord, mais pas de libertinage. Aujourd'hui, à partir d'une connexion Internet, on se croit
tout permis. Donc c'est normal qu'il y ait une régulation. J'ai entendu tout à l'heure Jacques Roger. Lui-même, Jacques Roger, aux États-Unis, il sait que c'est pas tout qu'on peut écrire. Tout dans le monde est comme. Monsieur Sako, je vais vous demander de vraiment couper. On entend, je pense que vous avez peut-être votre page Facebook qui est on, mais on entend une autre voix ou un écho de l'autre côté. Donc, si vous pouvez peut-être couper de l'autre côté et puis continuer ici. Non, en fait, je suis sur un ordinateur. OK. Mon téléphone n'est même pas connecté. OK, d'accord. Allez-y. Ça me dérange aussi. Non, c'est bon, parce que là, je m'entends à travers votre, je veux dire, à travers votre appareil. Mais allez-y, c'est pas un problème, allez-y. Voilà. Là, c'est bon. Je crois que vous avez votre page Facebook qui est on et voilà, et on a le retour de ce qu'on dit. OK, c'est bon, c'est parfait maintenant. Allez-y rapidement. Voilà, donc je disais que la liberté d'expression n'était pas quand même un libertinage. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire sur l'intervention du procureur. Et pour aller un peu plus loin, je disais que moi-même j'avais été victime. Parce qu'à travers un commentaire que j'ai eu à mettre sous un post sur un forum que vous connaissez, il y a eu de la manipulation. Certains ont fait des collages d'images en positionnant mon commentaire comme si ça avait été le premier. Et donc, vraiment, il est sorti de son contexte aller dans tous les sens. On a toujours un retour de votre. Il y a quelque chose, il y a une autre activité à votre niveau et on entend deux ou trois voix en même temps. OK, allez-y. Donc, par rapport à votre cas, à votre situation précise, vous avez, enfin, ce qui a été dit, c'est que vous avez dit que la RTI il fallait qu'on respecte la RTI, que la RTI n'avait pas de temps à perdre à faire une émission spéciale sur Abdourahmane Sangaré. Allez-y, corrigez les choses. Oui, que ça allait dans tous les sens. Mais en même temps aussi, comme on dit, on ne peut pas empêcher les personnes de dire ce qu'elles ont envie de dire, sinon de faire ce qu'elles ont envie de faire. Quelqu'un a fait un post où il demandait qu'il y ait une émission spéciale sur le décès de Abdourahmane Sangaré. Je n'ai pas été le premier à commenter. Il y a eu des commentaires avant moi qui étaient, je veux dire, assez acerbes contre la télévision nationale. Mon premier commentaire a été de dire respecter la RTI. Mais après, on a eu des échanges en bas, en sous-commentaires, où on a même rigolé, où j'ai dit, je suis sûr que la RTI va en parler. Donc, attendons de voir. Certains même m'ont demandé si j'étais le directeur général de la RTI pour affirmer que la RTI allait en parler. C'était bon enfant, et puis bon, après, je suis passé à autre chose. Mais, vous avez vu après que c'est allé dans tous les sens, on a découpé mon commentaire pour le coller au poste comme s'il avait été le premier commentaire à être fait. Et j'ai été livré à un vindicte populaire. Et je pense que c'est dans ce cas de figure-là que le procureur a bien raison de dire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur la toile. On peut avoir des oppositions politiques, on peut ne pas être d'accord, mais comme je le disais, toute personne qui a de la chair à la place du cœur ne peut pas ne pas avoir de la compassion devant un décès. Ce n'est pas possible. Et mieux, ceux qui font de la manipulation de ces propos-là démontrent clairement que ce n'est pas le décès qui les intéresse, mais c'est la récupération politique ou abattre un adversaire politique qui les intéresse. C'est quand même honteux. J'ai été l'une des premières personnes sur la toile à rendre hommage à Abdourahmane Sangaré et à présenter mes condoléances à la famille. J'administre un forum sur lequel j'ai même mis sa page, son image en couverture. Mais voir ses supporters, sinon ceux qui se réclament comme étant ses supporters en train de faire des querelles à quelqu'un qui a juste posé un commentaire, on trouve que eux, leurs préoccupations se trouvent ailleurs. Et c'est ça vraiment qu'il faut condamner. Je pense que vous avez vu un peu les propos de haine où certains sont allés jusqu'à trouver un coupable à ce décès-là qui nous afflige tous. Vous voyez que dans une situation de deuil, les premiers qui sont
les personnes qui sont les premières à chercher qui est le coupable, alors même que le corps n'est même pas encore refroidi, je pense que ces personnes-là sont assez cruelles. Et ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas permettre sur les réseaux sociaux. Il faut penser à la douleur de la famille. Pendant que les parents sont en train de pleurer, vous êtes en train de faire des querelles à quelqu'un qui, selon vous, a dit que le monsieur, on ne devrait pas faire des missions spéciales sur sa vie. Ouais, je pense que notre société est humanisée à cause de la politique. Alors, juste avant de vous laisser partir, vous êtes un jeune cadre militant du RDR, même vous êtes un jeune cadre du RDR. Et quelle adresse vous pouvez faire aux internautes, non seulement de votre camp, mais de l'autre camp? Et c'est ça votre dernier mot. Bon, merci. Je ne sais pas si je suis un jeune cadre du RDR, mais en tout cas, je suis un militant du RDR. Ce que je peux dire, que ce soit à mes amis de même bord politique, que ce soit à nos adversaires, mais spécialement à mes amis, je pense qu'il faut avoir du respect pour la vie humaine. Je demande à tous nos amis d'être ce qu'ils sont quand ils sont à la maison en famille. Parce que la plupart de ces personnes-là ont de très bonnes éducations, mais une fois qu'elles se retrouvent sur la toile, je ne sais pas s'il y a un mécanisme qui les transforme, mais les gens deviennent autre chose. Il faut avoir du respect pour la vie. Il ne faut pas répondre à toutes les provocations. Je peux parfois pas tolérer, mais je peux parfois expliquer le comportement de certains d'entre nous qui, en réaction au fait que d'autres, dans le temps, avaient nié les décès des femmes d'Abobo, avaient dit même que c'était du sang de bœuf qui avait été versé ou du bissap. On peut comprendre que certains puissent aujourd'hui peut-être vouloir leur retourner la monnaie de leurs pièces. Mais ça n'a pas de sens. Ceux qui ne respectent pas la vie humaine, il ne faut pas se mettre à leur niveau. Il y a eu un décès, il y a eu un deuil. La vie, le souffle de vie, comme je le dis dans un de mes premiers postes, c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui le reprend à qui il veut et quand il veut. On n'a parfois célébré la mort de Alassane Ouattara, mais après lui, il y a eu plus jeune, il y a eu plus en bonne santé apparente, mais ils sont décédés après lui. Avant lui. Avant lui. Dit que la mort ne vous prend pas parce que vous êtes Dieu, la mort ne vous prend pas parce que vous êtes Dieu. La mort vous prend parce que Dieu en a décidé ainsi. Et une fois qu'on a ça en tête, on doit respecter tout le monde. On peut ne pas être d'accord politiquement, mais on ne doit pas souhaiter la mort de son adversaire politique. En tout cas, que ceux qui arrivent à penser ainsi, je prie le Tout-Puissant qu'il puisse toucher leur cœur et qu'il puisse apaiser les cœurs. Au-delà de nos adversités politiques, nous devons célébrer entre nous la fraternité. Et ceux qui arrivent à célébrer cette fraternité-là, je pense qu'il faut les encourager plutôt que de les combattre sur des terrains politiques. On ne plaît pas à tout le monde, mais il y a un minimum. On doit pouvoir quand même conserver un minimum d'humanité qu'on doit garder en nous. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et puis, bonne émission. Merci beaucoup, M. Sako. Merci d'être passé sur notre plateau. Et puis, on espère vous avoir très bientôt. On verra. Merci. Merci. Alors là, nous avons M. Demba Traoré. Je ne sais pas si on pourra l'avoir en ligne. M. Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bon, je pense que nous sommes là, vous êtes en ligne, hein, vous êtes en direct, pardon. Je ne sais pas si c'est propice. Nous n'avons pas pu préparer l'émission ensemble. De quoi? J'ai vu un numéro qui m'a appelé, je retourne l'appel. Justement, je comprends pas. ce que je suggère, c'est que vous permettiez que je vous rappelle après l'émission et que je vous explique le contexte, parce que là, on est déjà dans l'émission et je pensais que vous aviez lu mon message. Donc, si vous permettez, je vous rappelle juste après l'émission et puis peut-être qu'on vous prendra pour une autre émission. Vous êtes en direct sur Radio PDCI RDA et nous sommes en train de faire une émission en hommage au professeur Aboudraman Sangaré. Et nous avions voulu avoir un mot de votre part. Je pense qu'il n'est pas trop tard si vous êtes peut-être disposé à le faire. Non.
pour l'instant, je pense que c'est la période du recueillement. Donc, je vous remercie, mais bon, pour l'instant, oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. J'ai un numéro qui m'a appelé, que je ne connais pas, je l'appelais. Bien sûr, Donc, bien sûr. merci pour l'hommage. Voilà. Merci, merci, merci. Alors, le dernier chapitre de ce débat, on va porter un peu sur... je ne sais pas si par rapport au point qui a été abordé, on va peut-être faire un dernier tour au niveau de différents invités avant d'aborder le dernier chapitre. Alors, M. Vabé, on vous entendait piaffer d'impatience, donc j'imagine que vous avez quelque chose à dire. Allez-y. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression que dans cette émission, c'est une très bonne émission que je félicite Larson. Mais j'ai l'impression que quand on prend la parole, on la reprend dans 40 minutes parce qu'il y a des invités qui rentrent en cours de ce débat. Bon, dans une émission qui parle de l'intérieur de tout le monde, je souhaiterais bien sûr qu'elle est structurée, mais qu'elle soit mieux encadrée. C'était simplement la parenthèse que je voulais faire. Allô? Okay. Je pense que c'est bien noté, c'est bien noté. Voilà. Merci. Bon, je voulais aussi Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai bien compris votre remarque. Voilà, donc je voulais aussi dire quelque chose. Je rejoins légèrement la pensée, je crois bien, de Jacques, c'est Jacques, non? J'ai oublié son nom, et qui parlait dessus de l'arrestation de ce jeune homme, mais en même temps qui parlait de la manière, il parlait aussi de la manière dont vous êtes combattu même par le propre système du PDC, parce qu'il faut qu'on le dise. Allô? On vous entend un peu faiblement, M. Vabé. Voilà, je dis que je rejoins légèrement la pensée de M. Jacques, qui a parlé bien sûr de l'étudiant qui a été arrêté et surtout qui a ému des réserves par rapport bien sûr à la manière dont vous êtes combattu au sein même de votre propre radio, par les gens de votre propre parti. Je vais parler bien sûr de Djenebou Zongo. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Bon, vous savez, ce qui est déplorable dans cette affaire, c'est que vous êtes des volontaires, vous êtes des militants, vous êtes convaincus d'un idéal. Personne, en fin de compte, vous avez pris sur vous la lourde responsabilité de créer une radio. Et cette radio fait aujourd'hui plus de 100 000 visiteurs. Je tire un chapeau et je vous félicite. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'au lieu de ramener, c'est-à-dire au lieu que la direction du PDC cherche à rentrer en contact avec vous, sur un plateau, sur un podium, on vous combat en même temps, ils demandent, vous remet à la verdict populaire, c'est vraiment pitoyable. Et ça, je condamne ça. Et ça, ce n'est pas normal qu'une radio comme Radio PDC, écoutée par l'ensemble des Ivoiriens, et surtout qui donne la possibilité à tout un chacun de s'exprimer, et qui n'a pas qui est volontaire, mais ce n'est pas la radio officielle, ça, tout qu'on le dit, ce n'est pas la radio officielle du parti, est combattue par ses propres parents de PDC. C'est quand même malheureux et c'est déplorable. C'est pourquoi je vous apporte, je vous dis en même temps, sincèrement, je vous soutiens dans l'action que vous êtes en train de faire. Et surtout, je vous tire encore mon chapeau. Voilà, c'est une parenthèse que je voulais faire en attendant que les autres questions encore viennent pour que je puisse répondre bien sûr à M. Lamine pour légèrement le recadrer sur le dossier de la justice. Et lorsqu'on rentrera en profondeur, il y a des choses qui n'est pas. On va essayer de développer certains termes. Voilà. Ok, là nous allons bientôt aborder le dernier chapitre, encore à peu près 15 minutes. Monsieur Lamine Touré, Monsieur Herman Aboua, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit rapidement. Oui. Il y a juste. Ok. Ok, on va prendre Monsieur Aboua et ensuite. Allez-y. Voilà. Monsieur Aboua, allez-y. Non, Monsieur Lamine peut commencer. Ok, Monsieur Touré, allez-y alors. Je lui avais pourtant donné la parole. Bon, écoutez, qu'à ce que tienne. J'ai écouté un peu l'intervention de Jacques Rouget qui a, d'après lui, soutenu à 100% ce que M. Herman Aboua a dit. Ben, écoutez, je comprends, ça ne m'étonne pas. C'est sa manière de voir les choses. Mais, vous savez, c'est ce qui est grave chez nous en Afrique. On a l'impression, effectivement, même pour certaines personnes qu'on pourrait qualifier d'intellectuels, dans les interventions, ils donnent l'impression que les réseaux sociaux sont un endroit, c'est-à-dire je veux dire, c'est un lieu de non-droit. Alors que c'est pas vrai. Ceux-mêmes qui sont à la base
la création de ces réseaux sociaux-là. C'est justement, et je vais revenir essayer de voir ça un peu. C'est en 2001, hein, donc ayant vu les dérives hein, qui avaient cours sur les réseaux sociaux, mais voilà pourquoi, en 2001 déjà, à Budapest, donc en Hongrie, comme le procureur le disait, hein, c'est là-bas qu'ils ont posé les jalons de la lutte contre la cybercriminalité. Et en Afrique, il y a eu le traité de Malabo, comme le procureur disait, je reviens dessus, et il y a eu les dérives, les directives de l'UA. Et donc, c'est de tout cela que la Côte d'Ivoire s'est inspirée, mais pour faire aussi des lois contre la cybercriminalité, en tout cas contre tout ce qu'il y a comme dérive sur les réseaux sociaux. Et en plus de cela, dans la vie de tous les jours, mais vous savez que vous ne pouvez pas poser certains actes. Tout ce que vous dites ou vous faites chez vous, ça ne regarde que vous. Mais à partir du moment où vous le mettez sur la place publique, mais ça peut vous condamner. Hein? Mais voilà pourquoi même pour régir donc toute, je veux dire, la vie de la nation, mais on a instauré ce qu'on appelle une constitution. Et dans la constitution ivoirienne, à son article 2, la constitution, je veux dire, consacre la sacralité, l'article 2 consacre la sacralité donc de la personne humaine et de l'inviolabilité des droits de la personne humaine aussi. Donc il ne faut pas vous apprendre à n'importe qui dire n'importe quoi, de n'importe quelle chose aux gens. Parce que si vous le faites dans la vie réelle, mais la constitution permet à cette personne-là, de façon personnelle, donc, d'aller porter plainte contre vous. Et comme je l'ai dit tantôt, quand c'est les personnalités, mais le procureur peut s'autosaisir. Et ça, je veux dire que je suis d'accord avec le fait que ça doit s'appliquer à tout le monde. Mais, donc, quand vous transposez cela de la vie réelle à la vie sur les réseaux sociaux, mais c'est les mêmes règlements. Hein? Vous-même, vous savez, on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est le pouvoir du président Ouattara qui, le premier, est confronté à cela, aux réseaux sociaux, parce que les régimes passés n'ont pas assisté à cela. Mais quand on voit tout ce qu'on peut constater comme injure. Monsieur Rabé, s'il vous plaît, on vous entend. La parole est allez-y, terminez. Monsieur Touré, allez-y, concluez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, tout ce quand on constate sur les réseaux sociaux, vous savez, je veux dire, tout ce qu'on constate comme des engagés, des gens qui s'en prennent à la religion des autres, des gens qui s'en prennent à la religion des autres, des gens qui s'en prennent à la personnalité des autres, mais vous ne pouvez pas voir l'État, en tout cas, l'État rester impassif face à cela. Okay. Donc, comme je reviens encore pour dire que c'est pas ça, on a l'impression que c'est l'intervention du procureur de la République qui introduit ça dans nos lois. Non, le procureur de la République ne fait que nous rappeler ce qui se trouve dans la loi. Quand on dit que... Je pense qu'il n'y a pas vraiment du nouveau dans ce que vous avez dit. Monsieur, je finis par ça. On n'a que 2 minutes pratiquement. On va avancer. Monsieur Abou, allez-y. On va avancer sur la prochaine question. D'abord, je voudrais saluer Lamine Touré qui me permet de constater que le RDA est un grand défenseur de la Constitution. Bon, ça, on ne l'a pas trop perçu lorsqu'il n'était pas au régime. Le RDA n'était pas au pouvoir. Bon, ça me plaît bien que nous tous, on soit d'accord que la Constitution soit le socle d'une nation, d'institution soit le socle d'une nation. Et ça me plaît bien que, parce que le RDA est aujourd'hui à la pratique du pouvoir, ses sympathisants, ses militants, soient regardants, soient exigeants sur cet aspect-là. Deuxième chose, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Lorsqu'on respecte la Constitution, lorsqu'il évoque certains articles de cette Constitution, mais ces articles, il faut les respecter en cours. Je lui prends simplement des exemples. Lorsque le régime Ouattara est passé, il y a eu des personnalités qui avaient ce droit-là, par la Constitution ivoirienne, d'être rémunérés chaque mois parce que la Constitution l'exigeait, parce que le législatif avait prévu cela.
mais le RDR, le régime RDR, donc je veux dire l'exécutif géré par le régime RDR, donc Alassane Ouattara, avait choisi, eux, des personnalités qui avaient droit à cela en fonction de leur acquaintance, et certaines personnes, jusqu'à ce jour, n'ont pas droit à leurs émoluments qui sont prévus par la loi. Mais lorsqu'on parle de respect d'un article, c'est parce que je dis, museler les expressions, les opinions sur les réseaux sociaux parce que ça ne nous arrange pas. Faire cela, c'est bon pour vous, mais ne pas regarder les autres points de la Constitution. Mais lorsqu'on veut un état de droit, cet état de droit observe tous les articles, toutes les questions juridiques de la même façon et non pas en fonction de ce qui les arrange. On a vu ici, lorsque le régime Ouattara est venu au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un seul camp qui avait été poursuivi. Mais la loi dit quoi? Lorsque vous semblez, vous voyez qu'il y a eu des impunités qui ont été commises de part et d'autre, on poursuit. Ce qu'on dit du régime, encore une fois, ce que Ouattara fait par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'il ne faudrait pas que ça la traque des personnes malveillantes, des personnes qui ont des propos belliqueux sur les réseaux sociaux, cette traque-là soit orientée seulement sur un camp. Mais lorsqu'un CC dit des graves énormités et qu'on le laisse, mais lorsqu'il y a quelqu'un qui va dire des énormités, qui va aller contre une personnalité du régime en place, on fait le gendarme, c'est de cela qu'on parle. On veut bien qu'on respecte cette loi-là. Mais cette loi-là, il ne faudrait pas que ça se fasse à géométrie variable en fonction de la couleur de celui qui porte l'opinion. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, nul n'est contre le fait que dans un État, qu'on puisse régir tout en fonction de la loi, mais cette loi-là, elle doit être observée par tous. Et que le procureur, qui est le gendarme en premier pour le régime, pour l'exécutif, quand il fait ces sélections, il ne faudrait pas que ça soit sur un camp seulement, sur une opinion seulement qui axe ses actions. C'est de ça qu'on parle. Sinon, on est tous d'accord qu'il faut... moi, je ne parle même pas des dérives. Vous voyez très souvent, je n'interviens pas quand il s'agit des débats de quartier. Je n'interviens pas parce que je ne me sens pas dedans. Mais ceux qui le font, ils le font avec... Mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire le gendarme sur seulement un camp. Si on veut arrêter un X, on arrête Y aussi pour les propos qu'il a tenus qui ont la même intensité de mal que celui qui a fait le X qu'on veut arrêter. C'est de ça qu'on parle. Okay. Alors, je pense qu'on va aborder le dernier chapitre. On est très avancé dans le temps. Alors, je ne me suis pas prononcé sur. Voilà. Non, en 30 secondes. Ok. Ce que M. Ayman Aboua vient de dire. On vous entend faiblement. Jacques, on vous entend faiblement. Allez-y. Vous m'entendez maintenant? Ça va mieux? C'est un peu mieux. Oui, c'est mieux. C'est pour appuyer exactement ce que Ayman Aboua vient de dire tout à l'heure. C'est tout ce que nous demandons donc au régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Si vous voulez appliquer la loi de façon intégrale. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, bon, M. Lamine Touré vient nous parler aujourd'hui donc des dépositaires des charges publiques, d'accord, et des anciens présidents. Quand des militants du RDR disent qu'il faut certainement assassiner M. Lamine Touré, mais le président Henri Konan Bédié, que fait le procureur? Vous voyez même des militants, je peux même citer même des noms, si vous allez donc sur notre page aujourd'hui, vous allez voir le militant M. Cissé, qui dit aujourd'hui, je veux la guerre, vous comprenez, je veux qu'on tue maintenant tous les baoulés. Vous comprenez? Que fait le procureur? Voilà où nous avons un problème. C'est tout, M. Katina, c'est tout ce que... Mais en même temps, le procureur dit que personne n'a posé plainte. Vous dites? Allô? Oui, mais... le procureur estime que personne ne s'est plaint. Il n'a reçu aucune plainte par rapport à ces cas-là, justement. Mais il peut s'auto-saisir, étant donné qu'il parle des dépositaires donc des charges publiques, un ancien chef d'État. Ah, ok, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, par rapport à au président Bédié, bien sûr. Exactement. On demande d'assassiner un ancien chef d'État. Alors, qu'est-ce qu'il fait de ça? Bien sûr, bien sûr. Bon. Ok. Alors le dernier chapitre, je voudrais demander aux invités vraiment d'essayer d'être bref. On va donner 2 minutes à chacun. C'est dommage. Pour cette émission, nous avions une émission spéciale, hommage au professeur Sangaré. Et à cause des problèmes de réseau, nous avons dû commencer un peu tard. Donc, je rappelle pour M. Babé, qui n'a peut-être pas entendu lorsque je l'ai dit, c'est pour cela que nous avons pris d'autres invités en cours de chemin parce qu'ils n'ont pas pu présenter leurs condoléances et leurs hommages avant le début de cette émission. Donc, on va essayer d'aller rapidement vers la fin de cette émission. Mais j'aimerais déjà dire merci aux invités parce que d'après les réactions qu'on a sur les réseaux sociaux, le débat est très intéressant et j'aimerais leur dire merci pour la qualité de leurs interventions.
Alors, comment est-ce que, la dernière question, hein, comment est-ce que les réseaux sociaux là arriveraient à impacter la vie politique ivoirienne? Et je vais parler principalement des élections. On va aborder peut-être le cas des dernières élections municipales, régionales, et voir comment est-ce que les activistes sur les réseaux sociaux ont pu empêcher que la fraude ait lieu dans certains centres de vote. Alors, comment est-ce que vous voyez un peu, vous voyez un peu cela? Quelle est la force de ces réseaux sociaux-là sur la vie politique ivoirienne? Et puis, est-ce que ce n'est pas de ça un peu que le pouvoir, que le régime en place a peur? Monsieur Touré. Oui, allô, M. Katina? Oui. Ouais, bah, écoutez, je ne pense pas que le pouvoir ait peur de quoi que ce soit. Mais il faut qu'on fasse attention. Les réseaux sociaux peuvent en même temps apporter la paix dans un pays, mais ces réseaux sociaux peuvent être aussi facteurs de guerre, d'appel à la violence. Mais quand nous savons que les élections, par exemple, sont encadrées par les lois, on sait que quand les résultats sont donnés, que les candidats ne sont pas d'accord avec ces résultats, mais qu'ils peuvent se plaindre donc au niveau du Conseil constitutionnel. Mais lorsqu'on n'attend pas le verdict du Conseil constitutionnel, que des gens se permettent, en tout cas à travers les résultats que eux se détiennent, donc quand ils se permettent de lancer des appels sur les réseaux sociaux ou bien de dénoncer certaines fraudes, mais c'est très grave. Et voilà pourquoi moi je pense que le pouvoir du président Ouattara doit réellement prendre ça en considération, parce que si on n'essaie pas de recadrer ça maintenant, mais je vous dis que c'est comme si n'importe qui perdrait une élection, mais parce qu'il a une centaine, des milliers de personnes derrière lui, peut se permettre de lancer, je veux dire, un appel à ses militants. Et puis on voit qu'ils vont créer la chemin dans le pays. Mais voilà pourquoi on dit que les réseaux sociaux ne sont pas un endroit de non-droit. Ce n'est pas un lieu de non-droit. Il y a nos institutions qui sont là, qui sont créées pour connaître des élections, des questions électorales et autres. Mais quand on n'a pas foi à ces choses, je veux dire à ces institutions-là, on peut se permettre nous-mêmes de vouloir dicter notre loi ou notre vérité à toute une communauté, mais c'est grave. Mais voilà pourquoi j'encourage le pouvoir. Je pense que le pouvoir, personnellement, a été de main morte avec tout ce que nous avons constaté. Parce qu'il y a eu des dérives. Il faut le reconnaître. Quand on voit le cas du plateau, je vous prends deux cas, le cas du plateau et le cas de Bassam. Prenez le cas du plateau. Il y a des gens ont pris des urnes du plateau qu'ils ont envoyées à Cocody, en Hongrie. Mais ça c'est, je veux dire, une preuve palpable de fraude. Moi, personnellement, qui me suis battu. Quand vous dites des gens, est-ce qu'on sait, est-ce que vous... Quels que soient ceux qui ont fait, quelle que soit la personne qui a fait. Ok. Ouais, mais vous avez le nom. Parce que je n'ai pas, c'est ce que j'ai dit. Que ce soit la personne, que ce soit des individus, que ce soit le candidat opposé, ou bien que ce soit la feuille, n'importe qui, normalement, ça se doit, là, c'est-à-dire prendre les urnes d'une commune à une autre, ça ne doit pas se faire. Mais face à cela, quelle a été la réaction de celui-là qui s'est senti lésé? Donc, il a réuni ses militants, ils ont donné de la voix et ils ont marché de façon pacifique pour aller là-bas, pour aller contester cela. Et vous avez vu la pression en fait que le droit a été dit. Mais, différemment de cela, quand on se retrouve à Bassam, que les résultats sont proclamés, que celui-là qui pense qu'il a été lésé, et je parle du candidat Ezali, qui porte, je veux dire, qui va au niveau de la Cour suprême, donc qui va protester là-bas, ou bien qui va, le mot me manque,
donc, qui va contester les résultats qui ont été proclamés. Mais moi, je pense qu'il aurait fallu qu'il attende la décision de la Cour suprême, mais il ne le fait pas. Alors, ces militants, on ne le dit pas officiellement, mais on active ces militants, non seulement pour mettre le feu à un patrimoine mondial, la place le podium de la place de la Bissa. On ne se contente pas de ça. On va huer le roi, mais on ne se contente pas de ça. On va même jusqu'à huer le Premier ministre. Le roi ce jour-là et une autre de marque que la Côte d'Ivoire recevait ce jour-là. Donc vous comprenez qu'à partir de cela, mais on sort de cadre légal pour aller maintenant dans une situation d'insurrection. Mais vous avez vu que quand il y a eu des arrestations, on n'entend plus parler de rien. Chacun maintenant attend les résultats. Vous n'avez pas vraiment, Monsieur Touré, vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Vous avez laissé 5 minutes au lieu de 2. Je suis obligé de passer la parole. Je suis désolé, mais on a une autre répondu. Non, mais j'ai répondu pour dire que... D'accord. Donc, voilà, allez-y, je vais revenir, allez-y. Allez-y. Peut-être que vous comprenez. Non, vous avez répondu pour dire que... Donc, si vous avez répondu, c'est tant mieux alors. Je demandais l'impact sur les élections, mais je comprends ce que vous voulez dire, effectivement. Vous l'avez abordé. Non, voilà. Allez-y. Je suis dans l'obligation de passer la parole à quelqu'un d'autre. Il faut qu'on vraiment puisse clore cette émission. Alors, M. Babé, s'il vous plaît, allez-y. Compris, c'est quelqu'un, en fin de compte, qui a pensé que il était hors sujet par rapport, bien sûr, à cette question. Bon. Vous savez que chaque candidat a une stratégie de communication en marche, une stratégie de communication pour surveiller ses urnes. C'est ce qu'on appelle surveiller, par exemple, sur le feu, en quelque sorte. Vous voyez, les élections se sont passées. Il y a des candidats, par exemple, qui ont dit que, de toute façon, nous allons voir clair dans cette histoire. Ils étaient là, ils ont assisté, et lorsque la machine de tricherie s'est mise en route par le bien sûr, de pouvoir à la Alassane Ouattara, automatiquement, il a intervenu par rapport, bien sûr, au seul lien qu'il avait, au seul média qu'il avait à sa disposition, c'était Facebook, les réseaux sociaux. Il a commencé à informer l'opinion nationale et internationale, et eux aussi, ils ont relayé l'information. Donc, c'est passé comme ça. Donc, l'impact a été tellement positif pour contrecarrer, par exemple, la tricherie du pouvoir en place, parce que depuis qu'ils sont arrivés aux affaires, vous en trouvez avec moi qu'ils n'ont jamais rien gagné si ce n'est pas pour tricher. Et ce qui est dommage dans cette affaire, c'est que pour la première fois que le parti au pouvoir, je veux parler, le PDCI s'est détaché de ce parti qu'ils n'arrivent même plus à suivre parce qu'il faut reconnaître quand même. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends bien. Voilà, le PDCI qui est devenu maintenant un parti d'opposition, qui a pris sur nous la double responsabilité de veiller, ce n'est pas laisser faire. Donc, il y a quand même une stratégie qui a été mise en place pour suivre cette campagne. C'est vrai aussi qu'il y a eu des dérapages de tous les côtés. Le côté RDR, côté PDCI, côté indépendant, il y a eu quand même des dérapages. Ce n'est pas grâce, bien sûr, aux réseaux sociaux, mais c'est grâce, bien sûr, à l'impact que le Facebook et les réseaux sociaux ont eu sur la population. Ils ont décidé de prendre la responsabilité. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est vrai, et ça, je reviens légèrement sur la loi. C'est vrai qu'il y a eu des débordements et ces débordements ont permis certaines arrestations. Mais il faut rentrer à l'intérieur, il faut rentrer pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ces débordements. Je prends par exemple le cas de Bassam. Regardez un roi qu'on honore, dit un roi respecté qui se met dans la politique et qui reçoit des subventions de la part, bien sûr, du pouvoir en place pour faire gagner un candidat qui n'est pas aimé de la population. Puisqu'on parle de législative, vous en convenez avec moi que c'est le peuple qui donne sa voix, donc c'est le peuple qui est parti réclamer sa victoire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des débordements par rapport, bien sûr, à la colère, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'à Bassam, le PDC qui gagne, et on remet la victoire, bien sûr, à un gars qu'on ne connaît même pas encore, simplement parce qu'il faut gonfler, je crois bien, les rangs du pouvoir en place qui, à ma foi, a perdu toute crédibilité. Je pense que M. Lamine doit savoir que le parti RD, en fin de compte, n'est plus représenté, n'est plus admiré et a perdu la confiance du petit peuple de Côte d'Ivoire, simplement par rapport, bien sûr, à l'aide politique tribale, à l'aide politique qui,
à ma foi, ne séduit plus la population. Donc, c'est pourquoi je salue aussi les réseaux sociaux par rapport au travail qu'ils ont eu à faire aussi. Il ne faut pas les en vouloir. Voilà. Merci, merci. Alors, on va conclure, on va clore avec M. Herman Aboua, qui est toujours avec nous, je crois. M. Aboua? Oui, je suis là. Oui, justement. Alors, l'impact des réseaux sociaux sur les élections et sur la vie politique ivoirienne. Mais avant même de venir à l'impact sur les réseaux sociaux ne sont que la conséquence, c'est tous les débats qui sont sur les réseaux sociaux ne sont que la conséquence d'un prolongement de ce qui se passe dans la réelle vie politique. Lorsqu'on regarde les faits que M. Lamine Touré a énumérés, notamment les transports, le transfert des jeunes dans une autre ville, le déplacement de ces jeunes, les perturbations qu'il y a eu. Aujourd'hui, ce qu'on trouve avec les nombreuses plaintes, les gens parlent des centaines de plaintes, de recours de requêtes, c'est parce que la CEI, l'organe qui organise ces élections-là, n'a plus aucun crédit, il n'a même pas de crédit, et cette situation s'est aggravée. Et c'est là qu'il faut écouter peut-être l'opposition qui réclame, qui exige depuis là, que cette CEI-là soit réformée. Vous imaginez bien que la CEI qui est là, elle est calquée sur le modèle d'avant 2010. Mais ce que vous savez, ou ce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, les institutions ivoiriennes, avant 2011, avant que le Ouattara ne vienne, à partir de Marcou VI, ont été, je veux dire, en grande partie, sont dirigées par l'opposition face au régime Gbagbo. Ça, les gens ne le disent pas suffisamment. Marcou VI et les accords de Piber de Marcou VI ont décidé que ça soit par quota de représentativité dans ces institutions-là. Donc, vous voyez, à la CEI, MPIGO, MJP, c'est comme ça que les personnalités qui géraient la commission centrale ont été désignées. Mais on peut même dire que Laurent Gbagbo a laissé cela se faire parce que, en réalité, le code électoral dit quoi? Lorsqu'on finit le vote finit d'être déroulé, les acquis de celui qu'on pleure aujourd'hui d'Aboudraman Sangaré avec Laurent Gbagbo, les acquis de la démocratie, mais ça fait partie. Il y a aussi le point sur l'organisation des élections. Mais les gens sont arrivés où on est aux urnes transparentes. Et encore mieux, dans chaque bureau de vote, les gens peuvent savoir, à la minute où l'on ferme les bureaux de vote, ceux qui sont présents, même les populations sont invitées, on dit là, on proclame les résultats de vote par bureau de vote devant tout le monde. C'est une sorte d'audience foraine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Donc, à la minute, tous les QG qui ont eu des représentants dans chaque bureau de vote ont leurs résultats de façon instantanée. Maintenant, vous voyez qu'au moment de la consolidation, souvent, elle n'est même pas faite, elle est skip, comme on dit, elle est faite à la va-vite. Et les résultats que les gens sont confiants qu'ils ont eus par rapport aux résultats de tous les bureaux de vote qui leur sont parvenus dans le QG, cela change. Mais qu'est-ce qui fait que cela change entre de ces bureaux de vote-là à la Commission centrale électorale? C'est ça la question qui se pose. Mais ça veut dire qu'il y a une machine au sein de la Commission électorale indépendante qui trafique les résultats en faveur ou au détriment des uns et des autres candidats qui ne seraient pas dans le truc. C'est de ça qu'on parle quand on parle de la réforme de la CEI. Cette CEI qui est fort close, et ça, c'est pas nous on le dit. C'est pas l'opposition dément cela. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui rend le régime Ouattara aussi fébrile à cette requête qui est une manifestation aussi de la démocratie? C'est là le problème. Sinon, on va partir encore avec peut-être, les gens vont attendre peut-être à l'aube de 2020 pour essayer de lancer quelques réformes. Ça va avoir des trous, ils vont aller. Le coup de force que le régime Ouattara ne fait que faire depuis qu'il est installé, face aux attitudes des Ivoiriens, les Ivoiriens peut-être sont traumatisés depuis 2011, qui ne se voient plus. Ce coup de force-là, peut-être que c'est ce que Ouattara veut installer encore en 2020 et par un certain traumatisme des Ivoiriens. Et c'est encore. Parce que c'est ça. Pourquoi cette réforme de la Commission électorale indépendante fait peur?
et que les gens contestent les élections. Mais si les gens contestent les élections, c'est parce qu'ils ont des preuves, ils ont les résultats des bureaux de vote qui leur sont parvenus, et quand ils font l'assemblage, la consolidation à leur niveau, dans leur QG, ça les porte vainqueurs. Et pourquoi est-ce que cela change? C'est ce qu'ils demandent. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent faire un coup de force pour imposer le candidat que la Commission électorale indépendante a déclaré et vous voulez que les gens l'acceptent? Ils ne vont pas l'accepter puisqu'ils ont les preuves aussi de comment se dérouler les élections dans leur circonscription. C'est de ça. M. Lamine Touré, il ne faudrait pas qu'il voie, oui, les transports. Mais il n'a pas voulu le dire. Mais le transfert des urnes du plateau à Angré, c'était quoi? C'était le fait pour arranger le candidat du RACP. Ça, il ne va pas me dire qu'il ne savait pas cela. Il le sait, mais il a occulté ça. Et c'est comme ça, en partie, c'est comme ça que cela s'est passé dans la quasi-totalité des endroits où les gens se plaignent. Bon, on peut dire aujourd'hui que l'opposition a eu peut-être l'œil creux de ne pas vouloir se participer. Mais aujourd'hui, le PDCI, au moins, a pu, sa présence à ces élections municipales-là, a permis à ce que les Ivoiriens voient l'intensité que les gens préparaient de la fraude pour 2020. Et les gens vont exiger cette réforme de la CEI. Il faut qu'on y arrive pour que les élections dans nos pays ne soient pas des rendez-vous de conflits, des rendez-vous de tueries et de dérives diverses. Et à ce niveau, on est tous d'accord que les réseaux sociaux pourront... Oui, on est carrément d'accord que les réseaux sociaux aident. Aujourd'hui, c'est ce qui a permis à puisque les canaux, les médias classiques qui sont gérés, plus ou moins contrôlés par l'exécutif, ne permettent pas à ce que certains candidats puissent dire leurs mots. Donc, les réseaux sociaux ont permis à ces candidats de s'exprimer. Aujourd'hui, vous regardez les réseaux sociaux par l'intérêt des réseaux sociaux, on sait où est-ce que les campagnes électorales ont pris de l'ampleur. À Bobo, qu'on était fou face à Ahmed Bakayoko. On a vu au plateau le jeune Golo, il s'appelle, face à Fabrice Avogno. On a vu à l'intérieur, dans le Gotungo, avec c'est les réseaux sociaux qui ont permis à ce que ces calibres du régime en place, RACP, qui étaient face à des candidats qui étaient souvent indépendants, qui étaient politiques, puissent avoir, ces candidats-là, ces candidats en face des grosses pointes du pouvoir, puissent avoir de l'expression. Donc, on ne peut pas dire que les réseaux sociaux sont vraiment importants dans les pays où la démocratie, où le régime tord le cou à la démocratie. Donc, si vous fermez les réseaux sociaux, vous allez fermer la parole à ceux qui n'ont pas de voix. Bien sûr, c'est bien compris. Alors, je suis désolé, je ne pourrais pas permettre à mes invités aujourd'hui de faire leur conclusion. Il faut vraiment qu'on puisse passer l'antenne la prochaine. J'aimerais dire merci beaucoup à tous ceux qui ont accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup à l'honorable Masogona Bamba, merci à Kissinger Sako, merci à Fernand Dédé, au journaliste Fernand Dédé, merci au président Adama Daïko qui était avec nous il y a quelque temps, merci à M. Djabi Youssouf, directeur de cabinet et porte-parole du ministre Charles Blé Goudé, merci à Noël la démocrate, ancienne candidate au municipal à Mans et aux législatives à Cocody. Merci au docteur Eddy du comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Merci à M. Herman Aboua, journaliste, ancien journaliste de la radio-télévision ivoirienne, qui était notre invité. Merci à M. Adrien Vabé, directeur de la communication du PDCI-RDA en France. Merci à M. Lamine Touré, cadre du RDR aux États-Unis. Et merci bien sûr à Jacques Roger, qui était avec nous pour parler un peu de la situation qu'a vécue Radio PDCI-RDA. Chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission sans embâche de ce dimanche. Merci à tous ceux qui ont accepté de rendre un hommage au professeur Aboudraman Sangaré. J'aimerais encore, au nom de Radio PDCI-RDA, présenter nos condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu, ainsi qu'au Front populaire ivoirien, au président Laurent Gbagbo, Michel Blé Goudé. Sans embâche, ce soir, c'est terminé. Je suis Emmanuel Katinan et je m'engage à œuvrer à des élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020. Merci et bonsoir chez vous. Bonsoir. Bonsoir.